Podcaps, saison 2, épisode 11, c'est parti. Bonjour, c'est Christophe Gans et je vous recommande vivement d'écouter le nouveau numéro du Podcaps en attendant d'aller voir Retour à Silent Hill dans toutes les bonnes salles. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? J'ai mal dormi. Étonnant. Comme à chaque fois, exactement. Mais ouais, je me suis réveillé dans la nuit sous le bruit d'un iPhone qui tombait au sol. Et après, j'ai pas pu m'endormir parce que le voisin d'en dessous, il écoutait sa télé à fond. Il y a vraiment un lore qui se construit avec ton voisinage, Pierrot. L'autre jour, j'étais avec la police et tout pour un autre du voisinage. Donc c'était quelque chose. Mais je raconterai plus tard. J'espère que tu en gardes un peu pour le segment anecdote. Oui, bien sûr. Mon cher Pierrick, aujourd'hui, oui, comme toujours, ces derniers temps, nous ne sommes pas tout seuls. Et non. On a la chance de recevoir un confrère cinéphile, mais surtout podcasteur. On a la chance de recevoir Alexis du podcast Réalisé sans trucage. Salut Alexis, comment vas-tu ? Salut les amis. Bah écoute, ça va bien. Ça va très C'est un peu le multivers là. Ouais, c'est le mélange. Non, nous, ça nous fait extrêmement plaisir parce que je pense que on peut considérer comme ton podcast comme un grand frère du nôtre, ou du moins une des sources d'inspiration qui donne envie à d'autres. Ça me fait très plaisir. D'autres podcasts plus jeunes, peut-être qui parlent de cinéma, mais en tout cas, voilà. On est très très content de te recevoir aujourd'hui. Juste pour prévenir, on est un peu moins pointu sur nos critiques en gros guillemets. On est un peu plus on est un peu plus bête, hein, on va pas se mentir quand même dans les analyses cinéma. Donc sois prêt. Bon. On est dans un podcast de teubé. Du coup, ça me va. Ça me changera pas beaucoup d'habitude. Hein. Alexis, est-ce que avant d'aller plus loin, tu veux te présenter, peut-être parler, nous toucher un petit mot de ton propre podcast pour les gens qui par hasard te découvriraient ici? Eh bien, donc je suis Alexis Roux, journaliste cinéma depuis quelques années maintenant, et donc membre du podcast Réalisé sans trucage, qui est un podcast qui suit l'actualité du cinéma, disponible sur toutes les bonnes plateformes, à raison de 3 épisodes par semaine. On parle des nouvelles sorties, on parle des sujets d'actualité qui agitent un peu le milieu, et puis on parle aussi des ressorties en support physique ou en salle du cinéma de patrimoine, parce que c'est important. Et si vous voulez écouter Réalisé sans trucage, évidemment, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Sophie Grèche, ancienne attachée de presse et également critique, de Simon Rio, qui a travaillé longtemps pour Écran Large, de Arthur Sios, qui travaillait il y a peu encore pour Combini, et Nicolas Martin, qui lui a travaillé pour je ne sais combien d'émissions de médias, Entrée libre sur France 5, La méthode scientifique évidemment sur France Culture. Donc une équipe variée et avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler. T'as vu Rémi comme il est pro là ? C'était il faut qu'on prenne exemple, hein, vraiment, il est fort. Ah oui, alors c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. J'ai un petit peu d'expérience. Ouais, j'allais dire, tu as la voix de ton expérience. C'est impressionnant. Genre, on voit que tu fais ça depuis des années. Il y a l'assurance dans la voix. Ouais. Écoute. C'est des formations professionnelles parce que c'est pas volontaire. Exactement. Non, mais c'est tant mieux pour moi. Devenu quelque chose de 100% naturel. J'ai un nouveau goal maintenant dans la vie. Et pour la petite anecdote, pré-anecdote, ce qui est marrant, c'est que du coup, je connais ta fiancée, Sophie. Tout à fait. Parce qu'on a fait la même école de cinéma à Paris. Moi, je suis retourné dans le sud du coup, mais donc l'ESSEC. Exactement. Je suis passé également. Et oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et Simon Rio également. Du coup, Simon aussi ? Je te jure. Ouais. Incroyable. Le hasard de la vie. C'est l'ESSEC, c'est ça ? Ouais. Il n'y a pas un l'ESSEC Universe à monter parce que je dis pas de bêtises. Clélia aussi. Clélia aussi, Lala Cinéma, qui est venue dans le podcast. Vous avez aussi, reçu Lala ? Ouais. Lala. Anecdote, ça démarre. Allez. Ah, c'est incroyable. J'ai été embauché. Je vous excuse, je vous demande pardon tout de suite, mais j'ai un début de crève que je traîne depuis 4 jours. T'inquiète. Ça commence à devenir un peu rock'n'roll. Clélia, elle était à l'ESSEC quand moi j'étais déjà diplômé de l'école et je faisais des petites missions temporaires de temps en temps sur le pôle technique. Donc je l'ai croisée quand elle était étudiante. Ok, incroyable. Et puis un jour je l'ai vu débarquer sur mon flux Instagram avec 40 000 abonnés. Je me suis dit waouh, le temps passe vite. Je l'embrasse si elle m'écoute. Et maintenant, carrément, il y a vraiment un univers. Elle est carrément sur mon flux Disney+. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bien sûr. C'est incroyable. Cool. Du coup, on embrasse Clélia aussi et toutes Sophie. les personnes de l'ESSEC, vu que finalement, c'est la moitié de nos invités. Il y a peut-être un sponsor à aller chercher là. Il y a peut-être un truc, quoi, en effet. Ouais, qui ne tente rien à rien. Exactement. Bon les gars, en séquence d'introduction, on a des traditions par ici, on a des segments qu'on ne veut pas se séparer et qu'on veut conserver. Évidemment, je parle du segment des anecdotes. Alexis, vu que c'est ton premier passage chez nous, on va te demander si tu as une petite anecdote à nous partager.
Si tu as une anecdote ciné, c'est mieux. Mais si c'est juste un truc de ta vie pour rappeler aux gens que t'es quelqu'un comme tout le monde, tu peux y aller. On t'écoute. Alors, une anecdote ciné. J'essaie de réfléchir un petit peu parce que j'en ai quelques-unes. Est-ce que j'ai vécu un moment... Ah, tu sais quoi, on est à Cannes au moment où on enregistre cet épisode, donc je vais faire une anecdote du festival de Cannes. Avec grand plaisir. Parce que je la partage, c'est pas une anecdote particulièrement rocambolesque, mais elle m'a beaucoup marqué. La première fois que j'ai fait le festival de Cannes, c'était en 2019. Souvenez-vous, l'époque où il n'y avait pas le Covid. Exactement, et voilà. C'était sorti de Once Upon a Time in Hollywood. C'est la première fois que je suis allé dans la salle Lumière voir un film. Voilà. Tout à fait. C'était la projection de Once Upon a Time in Hollywood et c'était l'année où Parasite a gagné la Palme d'Or. Oui, exactement. Et en fait, moi, à cette époque-là, je suis journaliste, mais je suis bénévole. Je suis pigiste bénévole chez Chaos Reigns, donc qui est un site qui existe toujours, hein, qui est assez prolifique dans la critique de cinéma écrite, parce que c'est là que j'ai fait mes classes. Et je suis donc à Cannes pour quelques jours. J'ai vraiment le pass cinéphile. Oui. J'avais d'ailleurs réussi à cumuler cinéphile et 3 jours à Cannes. Ah oui. Ouais. Je savais même pas que c'était possible, ça. Bah, je crois que ça l'est plus. Mais je l'avais fait à l'époque pour avoir 5 jours sur place au lieu de 3. Parce que sinon, je ratais Parasite et Once Upon a Time in Hollywood. Ok. Et donc, je descends à Cannes, mais le truc, c'est que Chaos, ils ont déjà un journaliste que je salue d'ailleurs, Gauthier Ross, s'il nous écoute, qui est déjà sur place et qui couvre tout le festival pour Chaos. Ils n'ont pas besoin d'autres gens. Donc je sais que je vais pas me faire défrayer le festival. Ah ouais. J'ai pas de plan d'hébergement ou quoi que ce soit. Donc on part avec des potes en se disant on va faire le festival à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on part avec nos smoking achetés 20 balles chez Zara. Je connais tellement ça. Invitation please. Et puis on va essayer de voir des films, quoi. Et on m'avait dit tu vas voir, ça va être un peu la galère. On va te refuser il y a des films que tu pourras pas voir, ça va être compliqué, quoi. Et donc j'arrive sur la Croisette. J'ai mon smoking, il fait très chaud, très chaud. Il y a du monde de partout. C'est mon premier Cannes, tu vois. Et quand tu vois Cannes à la télévision, il y a un truc que tu ne vois finalement quasiment jamais, c'est les abords du palais. Oui, cette partie de la Croisette. Bien tu sûr. vois la partie stylée avec toutes les plages et les hôtels. Tu vois le tapis rouge, tu vois les émissions de télé, mais tu vois pas cette partie-là, noire de monde. Et je suis là et tout avec mes potes, on se dit ok, on se disperse, j'ai mon petit panneau Invitation Please, et on cherchait les places pour la séance de Galate Parasite, qui avait lieu à 20h, parce qu'on s'est dit tant qu'à faire, autant viser la séance qu'on est sûr de pas avoir. Bah, je te mens pas, il me faut quoi 10 minutes. Je tombe sur un ancien de mes surveillants techniques à l'ESEC, je le crois sur la Croisette, il me reconnaît. On discute et il me dit tu cherches des places pour Parasite parce que je viens de croiser un ancien élève qui en a 2 et il sait pas à qui les donner. Oh punaise. Putain, quelle chance. Je dis, okay, quelle chance de fou. Et donc je récupère les places, je regarde même pas les places, hein, tu vois. Juste je les prends, j'appelle mes potes pour leur dire ok c'est bon, j'en ai 2, tu vois. Et je me dis bon, à tous les coups, le gars qui m'a filé les places, c'est pas une rosta, c'est pas quelqu'un qui est très haut placé dans le milieu. Donc je m'attends à me retrouver fond de mezzanine là, tu sais, dans le fond de la corbeille où tu vois l'écran qui fait la taille d'un écran d'iPhone, quoi, tu vois. Et je suis en orchestre. Incroyable. Et je me retrouve, première séance cannoise de ma vie, au GTL, au Grand Théâtre Lumière, en smoking, séparé de mes potes parce que la place que j'ai filée, qui était aussi en orchestre, elle est à l'autre bout de l'orchestre. Et tous mes autres potes sont au balcon. Donc je suis tout seul. Je m'assois sur une rangée sur le côté. Je dois être à environ 10 rangées de l'écran. Donc je suis quasiment sur la ligne des VIP, quoi. Là où Bong Joon-ho et toute son équipe va venir s'installer. Et il y a Tilda Swinton qui rentre. Incroyable. Fringuée, elle avait une espèce de smoking blanc. Ouais, elle a toujours des trucs cheveux de fou, blonds platine. Tu ne voyais qu'elle, quoi. Et je la vois qui commence à se chercher une place et qui regarde ma rangée. Non, arrête, c'est pas possible. Vraiment, tu sais, il y avait 2-3 places dispo vraiment dans les quelques mètres à côté de moi, quoi. Et au final, il y a un assistant qui arrive, qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit non, mais vous avez une place VIP réservée au centre, juste derrière Bong Joon-ho et tout. Et donc elle va s'asseoir derrière Bong Joon-ho, mais il y a eu 3 secondes de ma life où je me suis dit attends, est-ce que ma première séance cannoise ça va être en orchestre à côté de Tilda Swinton? Et j'ai une deuxième anecdote dans la foulée. Incroyable, vas-y. J'enchaîne parce que ça se déroule aussi au Grand Théâtre Lumière, mais cette fois-ci je suis journaliste, c'est mon premier Cannes avec réalisation trucage. Et on est au Grand Théâtre Lumière l'après-midi. Pour les gens qui sont jamais allés au Festival de Cannes, les séances de gala où il faut sortir le smoking et tout, c'est à partir de 19h. Les séances de l'après-midi sont pas concernées par ce dress code. Donc moi j'arrive, j'ai réservé ma place sur la billetterie à la noix du Festival de Cannes, où il faut se lever à 6h50 tous les matins, ça rend fou. Et j'ai réservé ma place, et je suis avec mon collègue Nicolas Martin, et on va s'asseoir en orchestre, puisqu'on est à nouveau en orchestre, et c'est pour le film Jeunesse de Wang Bing, dont la particularité est qu'il dure 4h10. Et on se retrouve assis 3 rangs devant Wang Bing. Donc c'est la pire chose. Bah oui. On est au milieu de la rangée, il y a 25 personnes à gauche, 25 personnes à droite, et
3 rangs derrière, il y a le gars qui a réalisé le film. Ouais. Et là, si tu rompiches, tu peux rien faire. Mauvaise presse. Ouais. Exactement. Sauf que le film commence et c'est absolument ennuyeux. Ouais. J'ai bien conscience que le film a énormément de qualité, attention, mais juste au moment où je le vois, j'ai déjà quelques films dans la tronche. Ça fait déjà 5 jours que je me lève à 6h50 le matin et moi je suis pas très matin. Oui, parce que pour les personnes qui savent pas, le festival de Cannes, c'est un sacré rythme où tu te lèves à 5-6 heures du matin, tu te couches à peut-être 2 heures du matin. Bah, en vrai, quand t'es journaliste, t'as un rythme un peu plus sage, mais ce qui te casse la tronche, quand c'est d'enchaîner les séances. En fait, j'ai l'habitude de me lever à 8h. Ouais. Je me lève à 8h le matin, tout va bien. Oui, bien sûr. 7h30, 8h. La billetterie du Festival de Cannes, elle ouvre à 7h. À 7h02 max, il y a plus de place. Exactement. Ouais. Et tous les jours, il libère une nouvelle journée. Donc tu dois te lever tous les jours à 6h50 pour être devant ton ordi et refresh comme taré pour choper tes places. Sachant que tu chopes parfois 4-5 places pour la même journée. Et puis après, tu fais un peu le tri, tu vois. Donc moi, je j'ai pas l'habitude de me lever à cette heure-là. Et effectivement, des fois, tu te couches à minuit, 1h parce que la séance de fin de journée, elle est à 22-23h, elle finit tard, quoi. Et là, je sens que ça va pas le faire, quoi. Et je regarde ma montre et le film il a commencé depuis 40 minutes et je sais qu'il dure 4h10 et je sais que je suis en train de rater une autre projection parce que c'est ça aussi les projections chevaux. Merde, je pourrais être ailleurs et tout. Est-ce que je peux encore attraper l'autre projo? Oui, en last minute, peut-être je peux choper une place et tout. Et au final, au bout d'1 heure, on se lève avec Nicolas et donc on se lève devant Wang Bing et on se barre. Ah, mais il y a un moment, on l'a assumé, pas trop le choix, quoi. Il y a un moment, c'est pas possible. Il va pas vous souvenir de vous. Non, il s'en fout. Il vous en voudra pas. Il m'a été acclamé par le festival. Par contre, ce qui est très drôle, et ce sera la fin de cette anecdote, c'est que le jury est dans cet orchestre. Il est tout au fond sur des places réservées, tu vois, un peu dans la pénombre et tout. Et on les fait toujours rentrer en scred. Quand le talent arrive et que t'as tout le grand théâtre qui se lève pour applaudir le talent, en fait, le jury, il rentre discrètement. Ah, parce qu'il faut pas qu'ils volent la vedette, c'est pas leur film, quoi. J'ai un souvenir de Paul Dano qui était dans le jury. Ouais. J'adore ce mec. Moi aussi, beaucoup. Et j'ai le souvenir de Paul Dano. Et je pense que il m'a regardé avec jalousie. Parce qu'il était dans une posture, il subissait. Ah ouais, il pouvait pas. Il avait la tête dans les mains et tout, et ça faisait 40 minutes. Hein. Paul Dano il avait envie de se lever et t'applaudir. Je sais pas, peut-être. Voilà. C'est mes 2 premières anecdotes. C'est incroyable. Excellent. Je me la pète vite fait. J'ai le DVD de Little Miss Sunshine dédicacé par Paul Dano et ça c'est. Oh, enfin, si Sophie nous écoute, elle va être très jalouse. Ah ouais. Préféré. Oui, c'est vrai. Un de ses acteurs préférés, donc. Formidable. Franchement, t'allais dire quoi, Rémi? Alors alors déjà, merci parce que tes anecdotes, c'est incroyable. Je viens de revivre une partie de Festival de Cannes. Parce que c'est vrai que nous, on le connaît un peu sous toutes ses coutures, le Festival de Cannes. À la fois le côté galère, à la fois le côté où des fois t'as de la chance et tout se passe bien. Et justement, j'apporte juste une précision parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui se rendent pas vraiment compte d'une certaine chose par rapport à la salle lumière. Donc c'est la salle de cinéma du Festival de Cannes, enfin la salle principale, on va dire. Ouais, où il y a donc tu parlais et tout. Ouais, et tu parlais balcon orchestre. Donc pour ceux qui ont l'habitude pour une salle de théâtre ou de cinéma classique et tout, c'est évident. L'orchestre, c'est en bas, c'est au niveau 0 en gros. Tout à fait. C'est au niveau de l'écran. Et en fait, pendant le Festival de Cannes, c'est un peu à l'orchestre que tout se passe. C'est là où tu vois les célébrités et tout. Donc souvent, quand tu essaies de choper des billets et que tu arrives au balcon, tu es déjà très heureux de pouvoir rentrer. Mais c'est vrai que dès que tu chopes le numéro gagnant et que sur ton ticket, il y a écrit orchestre et pas balcon, tu es 2 fois plus content. 1, tu vas voir ton film, et 2, tu sais pas à côté de qui tu vas être installé. Oui, et en prime, tu vois, pour Parasite, c'est ma première séance cannoise. Ouais, mais pour un orchestre, et le hasard fait que c'est le film qui tope la Palme d'Or. Ouais, c'est incroyable. Je peux dire, pour le premier Cannes, j'ai vu la Palme d'Or en orchestre avec les restas et tout. Tu vois, nous on avait chopé des places pour. Alors, mauvaise anecdote du coup parce que j'ai pas aimé le film et je suis un peu dégoûté, mais on avait c'était il y a 2-3 ans Robert Rodriguez qui vient présenter Hypnotique au Festival de Cannes. Et bon, on aime ou on n'aime pas le cinéma de Rodriguez, c'est pas le débat, mais le personnage, moi je l'aime bien, meilleur pote de Tarantino, il y a un lore, il y a, tu vois, si tu penses à Une nuit en enfer, ce genre de projet et tout, j'ai quand même très content de rencontrer le gars, et du coup on chope une place en orchestre et on était assis genre littéralement 2 rangs derrière Rodriguez et ses 2 fils, donc hyper content. En plus ils arrivent à l'américaine, les chapeaux et tout. Le problème c'est que le film était une catastrophe monumentale et du coup ça m'a un peu genre, j'étais content d'être aussi proche de lui et en même temps j'étais en mode j'ai pas aimé ton film gros. Comment on fait là, tu vois. Mais bon, t'aurais dû lui dire hein. En vrai, si tu portes tes je pense qu'il s'en fout complet de ce que qu'il s'en fiche. de ce que j'ai pensé de Hypnotique. Alexis, merci pour ces anecdotes très très cool. Mon cher Pierrot, oui. Quelle est ton anecdote du jour? Mon anecdote, ce sera plus une anecdote du quotidien. Malheureusement, l'autre jour, j'étais en train de faire les courses tout simplement à Leclerc. J'étais dans le rayon, je sais pas, pâtes ou un truc comme ça.
J'étais littéralement debout, immobile, aucun geste ou quoi. Je regardais, je lisais les marques ou je ne sais quoi. Et tout d'un coup, comme un coup de poignard dans mes côtes. Ah, le fameux. Oui, et je n'arrive plus à respirer, à 2 doigts de tomber carrément. Waouh. Et je me dis, 33 ans. Et je me dis, ok, je vais aller à la caisse, je vais payer, je monte au parking. J'avais du mal à rentrer dans ma voiture. J'avais du mal à respirer. Alors que en voiture, vraiment, je suis à 2 minutes du supermarché. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre chez moi, j'essaie de m'asseoir dans le canapé. Et j'adore cette place, être dans un canapé, c'est incroyable. Je n'y arrive pas. Je me mets tant bien que mal et tout. Dès que je faisais un mouvement, tout le côté droit, j'arrivais plus à respirer. J'avais super mal. La douleur est commencé à aller dans le dos et tout. Et là, je me renseigne sur Internet et ils disent, allez immédiatement aux urgences. Donc vraiment, jamais regarder sur Internet quand t'as mal quelque part. Et je savais, mais je l'ai fait quand même. Et finalement, je me dis, putain, je continue de chercher. Et ils disent, peut-être que vous avez eu des derniers jours un peu stressants. Ah bon? Et je me souviens et là, je me dis, je viens de passer 3 jours de montage où parce que comme dit Rémi, je suis un peu trop perfectionniste et je me reprends sur des choses que personne ne voit. Et en fait, c'est mon corps, en gros, qui m'a dit, mec, là, je te mets un coup de poing littéral dans les côtes pour que tu ailles te reposer pendant genre, je sais pas, une journée ou quoi. Et en fait, je me suis dit, c'est trop triste parce que je suis perfectionniste au point que déjà moi ça me rend malade parce que le moral ça te le nique, et de 2 mon corps il dit mec nique-toi, mets-toi à terre, dors, repose-toi. Et j'ai dû mettre des trucs chauds et tout, mais je me suis dit putain, mais je n'ai pas bougé et mon corps il m'a dit tu vas subir. C'est horrible. Je rajouterais que c'est encore plus triste qu'il y a un 3e point, c'est le mail de Rémi qui te demande des modifications supplémentaires. Oui, sur le montage. Rémi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'es vieux comme moi ou Non, pas du tout. Bah non, moi je vais être sur une anecdote ciné parce que je suis obligé quand même de parler de ce qui s'est passé dimanche. Ok, que moi le loser qui est pas parlé ciné dans les anecdotes. Ok, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est trop important pour moi parce que tu le sais, t'étais avec moi et c'est. Ouais. Bon, on a eu la chance il y a eu l'avant-première de Retour à Silent Hill, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'être bilingue. J'allais dire, je sais pas pourquoi je veux faire l'américain, ça n'a aucun sens. Donc il y avait l'avant-première de Retour à Silent Hill au Cinéplanète d'Antibes et donc on a eu la chance d'avoir Christophe Gans avec nous. Très belle soirée. C'était une très très bonne soirée. Christophe Gans est antibois, donc il en a profité pour passer voir de sa famille. Et du coup, vu qu'il était sur place, il a dû se dire, il n'y a pas un cinéma un peu cool dans le coin? Si, il y a le Cinéplanète, let's go, on va faire une avant-première là-bas. Et donc déjà, le fait de savoir qu'on allait pouvoir rencontrer Christophe Gans, c'était pour moi quelque chose de très important parce que je suis un grand fan de la licence Silent Hill. J'aime beaucoup Christophe Gans parce qu'il me fait délirer ce réal. Il fait certainement pas le meilleur cinéma en termes de qualité, mais le personnage est clivant. Pas de dinguerie, il va peut-être venir. Non, mais c'est intuition. Mais je pense que lui-même, il est honnête avec le cinéma qu'il fait. Il a déjà dit. C'est le cinéma du samedi soir. Voilà, moi j'aime bien faire des films du samedi. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'il a pas la prétention. Il sait qu'il est pas sur le même spectre qu'un Nolan, qu'un Cameron, tout ça. Il n'y a pas de mal à ça. Et c'est pas ce qui l'intéresse. Ouais. Donc il est OK avec ça. Et moi, j'aime cette franchise. Bref. Et donc, du coup, il y avait déjà ce truc un peu de moi, de l'enfant en moi qui était en mode, oh putain, je vais rencontrer un peu. C'était extrêmement mignon. Ouais. Et je vais rencontrer un des gars qui a fait ma culture à la fois jeux vidéo, mais aussi cinéma. Donc déjà, à grand moment. Donc, je passe les détails, mais on avait même réussi à négocier un temps presse. Ouais. Le lendemain matin, on avait 1 heure avec Nice Matin, avec Cannes Radio et nous, qui quand même sont les petits outsiders de l'histoire. Et donc j'étais comme un gosse, je disais à Pierre, mec, on va interviewer Christophe Gans et tout, c'était trop cool. La VPA démarre, donc c'était le film était lancé à 18h pour une intervention de Christophe devant son public à 20h. Il arrive à 19h30 et là il lâche la bombe. Il y a l'attaché presse qui arrive et qui dit, écoutez, monsieur Gans se sent très fatigué, donc demain matin on annule. Donc, s'il y a des médias qui sont là ce soir, c'est maintenant ou jamais pour des interviews. On était là. Coucou. Voilà, on était là. Donc, on a pu faire notre interview. C'était génial. Je vous renverrai vers le Insta de Capsule Pictures pour voir l'interview. Donc, de 2 choses qui me régalent. La première, c'est que finalement, on a l'exclusivité sur le 06 et ça me comble de fierté. Oui. Parce que ça justifie ces 2 années de travail avec l'asso et tout. Je suis hyper content de réussir maintenant à avoir quelques exclus comme ça en interview, même si c'est beaucoup de chance, hein. Attention, hein. Oui. Mais quand même, il y a un travail derrière. Et il y a le côté aussi, fanboy. J'ai toujours été un peu solide en rencontrant les célébrités. J'essaye de rester le plus professionnel possible et de pas laisser le fanboy ressortir. Mais là, il y a quand même eu un truc où il m'a signé mon coffret de Silent Hill 1 et le fait de voir, je sais pas, la signature de Christophe Gans sur mon coffret à moi, que je ponce depuis que j'ai 14 ans. Et il y a un truc où on a pu parler du jeu, donc déjà... Même en off, hyper cool, même off interview. Le fait de pouvoir parler du jeu,
Puis j'ai senti qu'il a senti que j'étais joueur, enfin gamer quoi, que j'étais pas juste journaliste, que genre T'étais vraiment intéressé on parlait le même vocabulaire. Sujet, bien sûr. Finalement, il y a l'attaché presse qui est venu nous voir en nous disant les gars, dans 5 minutes on doit être en salle, donc désolé, je dois vous couper. Et là, je me suis retourné, et je sais pas ce que j'ai eu une montée de larmes. Je l'ai vu. Alors, il se retourne vers moi, je le vois les larmes aux yeux, et du coup, ça me donne envie de chialer aussi parce que pareil, extrêmement mignon. Mais ouais, mais moi, j'avais ramené, mon père avait retrouvé le DVD d'enfance de mon frère qui me montrait le Pacte des loups et tout, donc j'ai demandé, vous pouvez le signer pour mon frère, vraiment c'est lui qui m'a initié à votre cinéma et tout, genre le mec bien sûr, il a mis pour Loïc, pour mon frère et tout, genre très touchant. Après je me retourne, j'ai cet idiot là avec les larmes aux yeux, alors je l'ai jamais vu comme ça devant quelqu'un du cinéma, et je le regarde et je fais Rémi, ressaisis-toi, on doit continuer de filmer parce qu'on couvrait toute la soirée, du coup je dis ressaisis-toi. Et ouais, il commence à sécher ses yeux et tout, on a speedé pour filmer jusqu'à la salle. Et c'était drôle. juste pour le lore, pour que tu le saches, dans notre binôme, en général, je suis l'élément solide, et c'est pas pour me la péter, pas du tout. Non mais complètement, bien sûr. On n'a pas la même gestion du stress, et souvent c'est moi qui dis à Pierrick, mec, ça va le faire, on reste solide. On fait le taf, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime pas les imprévus. Là, ça a déraillé. Et là, j'ai un peu déraillé, tu vois. J'étais un peu fébrile. Je suis devenu Rémi le temps de 30 secondes. Mais du coup, non, c'était un très beau moment. Et, il était adorable. Ouais, tu l'as déjà rencontré, Christophe Gans ? Je l'ai rencontré, c'était ma première interview de tous les temps. Incroyable. À Gérardmer. Ok. En 2020. Ok. Juste avant que le monde parte en couille. Ouais, Juste complètement. Oui, je l'ai rencontré à ce moment-là. Ouais. Et ça va, il est extrêmement sympathique. Très sympa, hein, moi et d'une érudition assez spectaculaire. Ouais. Il connaît tout. Et écoute, nous là, on avait 10 minutes d'interview, enfin de rush complet total que j'ai dû condenser pour le format. Donc du coup, j'ai fait que le réécouter, machin et bâtin. Et il est clair dans ses propos, clair dans ses idées. Il est solide face à la critique. Il est vraiment incroyable. Et c'est la première fois, donc il y a eu l'échange avec le public après. Donc nous, effectivement, on était en prestataire, donc on devait tout filmer, être un peu focus et tout. Écoute, c'est la première fois que je pose la caméra, que je m'assois sur les marches là à côté des places, et que juste j'écoute les gens parler avec le réal. Il était drôle. Ouais. On aurait dit un one man show. Il était vraiment assis sur son tabouret, et en fait il répondait aux gens, et il faisait rire la salle, vraiment. C'était pas. Et des fois t'as des rencontres, des ciné-rencontres où t'as des moments un peu. Vous avez des questions? Ouais. Non. Et là, les gens étaient vraiment intéressés. Ils avaient de bonnes questions en plus, parce que des fois, c'est un peu gênant les questions du public. Il y a des trucs, tu fais, c'est pas trop la question à poser, ça se fait pas. Le premier gars était rigolo. Oui. Mais moi, mon petit plaisir coupable, c'est que genre, dans toute l'intervention de Christophe Gans, j'ai entendu de sa bouche le mot beat et schlag. Et je trouvais ça incroyable d'entendre Christophe Gans utiliser ces mots. Ah ouais, mais il se prend pas pour ce qu'il est pas, quoi. Exactement. Ouais, mais c'est fou. C'est ça qui est chouette, c'est que ce gars-là, ça reste un ado fan de cinéma qui a une vraie culture, hein, qui a encore une fois, hein, c'est vraiment, c'est l'entendre parler de cinéma, c'est vertigineux. Et moi, je suis pas le plus grand des cinéphages, j'ai pas mal de lacunes, mais c'est n'importe qui a des lacunes face à Christophe Gans. Oui, complètement. Oui, bien sûr. Ça doit faire 40 ans qu'il regarde 3 films par jour, ce mec, quoi. Enfin, c'est assez délirant. Alors c'est rigolo parce qu'on lui a dit on a un podcast, on aimerait bien faire un épisode avec vous. Il nous a littéralement répondu, écoutez, moi les gars, je suis tous les jours au bureau de la métropolitaine. Je l'imagine tellement. Il doit y avoir un bureau Gans, tu vois, chez Métropolitane à Paname. Et toute la journée, il doit geeker, écrire des trucs et dire « Monsieur, on faisait ça ». Tu vois, genre, et je l'imagine trop comme ça, ce mec. Et d'ailleurs, on avait revu, parce que pour préparer l'interview, j'ai regardé plein d'interviews. On a revu le Pacte des loups avec ma copine et tout. Et tu lui as parlé, Rémi, de Bloodborne, comme quoi le Pacte des loups, ça avait inspiré le jeu vidéo Bloodborne et tout. Ouais. Et j'en ai parlé du coup à ma copine et elle m'a dit « Mais Pierrick, tu as dit que c'est moi qui l'avais dit ?» Je fais « Comment ça ?» Elle fait « Mais dès que le film il a commencé, je t'ai dit putain, on dirait que ça a inspiré Bloodborne ce film et tout. » Et j'ai fait « Ah, pardon, donc mea culpa. » Elle est très forte. Mais non, c'était une soirée de fou et un souvenir toujours dans la mémoire, quoi. Très, très content, c'était très cool. Toujours dans ma mémoire. Messieurs, merci pour vos anecdotes. On va pouvoir faire ce pourquoi nous nous sommes réunis tous les trois, c'est-à-dire parler de cinéma. Avec grand plaisir. Il est vrai. Alexis, un petit mot pour les personnes de ta communauté, évidemment, qui pourraient peut-être passer ici pour venir t'écouter. Comme l'a dit Pierrick en introduction, c'est un podcast de teubé, donc on sera peut-être un peu moins élitiste que dans d'autres podcasts cinéma. La philosophie derrière le podcast, c'est vraiment des potes qui parlent de films et qui se conseillent, genre sur les dernières séances qu'ils ont vécues, et voilà, de parler en toute simplicité, sans forcément préparer son analyse, de parler à chaud des derniers films qu'on a vus. On va chacun notre tour parler du dernier film qu'on a vu au cinéma et du dernier film qu'on a vu sur une plateforme de streaming. Mais avant ça, les amis, quelques remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur
Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Et voilà, on dit un grand merci au Cinéum. Très cher Alexis, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Mais attention, est-ce que tu penses que tu serais capable de nous le faire deviner? Oui, je pense que je peux vous le faire deviner. Ok, on est parti. C'est un film qui... Attends, parce que je réfléchis, parce qu'il faut pas que je vous le fasse deviner trop vite. Ah, il est bon. Je sens que ça va être pas mal. Il est joueur. Ouais. Alors, en vrai, tu sais, j'ai une façon simple mais vicieuse. Ok, je suis chaud. Parce que c'est en un coup. On adore le vice ici. Le film est au programme du dernier épisode en date de réaliser son trucage. Nuremberg. Oh, c'est très vicieux. T'as dit? Nuremberg. Perdu. Putain, merde. Tu ne peux plus jouer. C'est très vicieux. Ah non! Je l'aurais pas parce qu'en toute honnêteté, j'ai pas encore écouté le dernier épisode. Est-ce que tu connais les films sortis cette semaine? J'ai Gourou, peut-être? Non. Non. Pas de bol. Attends, merde, vous avez parlé desquels déjà? Je l'ai écouté hier en plus, putain, je suis une merde. La pression. Moi, je suis honnête. Toi, t'as fait semblant de l'écouter. Non, je te montre mon Spotify tout de suite. Ouais, je peux donner la réponse peut-être? Oui. Sauf si tu tiens absolument à deviner. J'ai un peu un ego qui fait que j'ai envie de l'avoir. Baise en ville. Oui. Allez. Et tu vois, maintenant, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'étais coincé, parce que comment tu veux faire deviner ce film-là sans vendre la mèche tout de suite? C'est une sacoche. Ouais, tu vois, typiquement, c'est une sacoche. Je ne savais pas avant de vous écouter. Je l'ai su il y a très longtemps et je l'avais oublié. Mais donc, je suis content que le film me fasse redécouvrir ce que c'est qu'un baise en ville. Bien sûr. Tout le nécessaire pour faire l'intitulé, quoi. Exactement. Non, mais tu vois, en fait, c'est un film qui est tellement singulier que je savais pas comment le faire deviner. C'est très drôle. J'ai très envie de le voir. C'est très drôle, Baise en ville. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est ce que j'ai dit dans le podcast. Je vais me répéter un peu par la force des choses. Mais je me sens un petit peu orphelin de la comédie française parce que on a, tu vois, toute cette vue de l'esprit que, les journalistes cinéma, pour eux, le cinéma, c'est sérieux, la comédie, ça leur parle pas trop. Et c'est pas vrai, moi j'adore regarder des films pour me marrer, c'est hyper important. Et dans mes films préférés, il y a des comédies, des vrais, quoi. Genre, moi, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça me fait mourir de rire. Merci, mec. Et de manière générale, le cinéma des As, ça me roule dessus. La Cité de la Peur, ça me roule dessus. Putain. Les OSS 117 d'Azanavicius. Ben oui. Donc, j'ai envie de me plaire, enfin, j'ai envie de voir des films qui me plaisent plutôt, dans ce registre-là. Et la plupart du temps, j'y trouve pas ma came. Et là, c'est magique, quoi. C'est-à-dire que le film est original, un peu absurde, voire carrément absurde. Enfin, c'est quand même il y a tout un speech autour c'est un gars, donc il y a un des personnages secondaires qui va employer le personnage principal, qui a une société de nettoyage qui s'appelle Allo Nettoyo. Donc déjà le nom, déjà ça me fait. Déjà il y a une plume, quoi. Et Allo Nettoyo, le principe c'est qu'ils vont dans des villas de Bourges, dans la banlieue pavillonnaire parisienne. Le film est tourné à Chelles, qui est vraiment l'archétype de la banlieue pavillonnaire où il y a rien à part des maisons, quoi. Ok. Et ils vont dans les maisons bourgeoises pour nettoyer après les teufs. Ok. Donc il est dans sa petite fourgonnette et puis il se déplace devant la maison à 1h du matin. Il va voir le propriétaire, il fait c'est fini maintenant, c'est Allo Nettoyo qui prend le relais et il nettoie la soirée des autres. Okay. D'accord. Et le gars est passionné par son travail et donc à un moment il fait tout un speech sur le roi du ménage qu'il a formé, qui s'appelle Alain Gérard, qui est évidemment un personnage de fiction. Il n'existe pas, ce gars-là. Oui, ouais. Et il te dit genre il a fait les noces de diamant de Francis Cabrel, c'était quand même quelque chose. Je sais pas d'où ça sort. En fait, c'est ça qui m'a plu avec ce film, c'est que je sais pas d'où il sort cette identité comique là. C'est donc un film de Martin Jova qui est né à Chelles. C'est son territoire de ciné et son territoire dans la vie, quoi. Et il est jeune, je crois qu'il a à peine 30 ans, et il ressemble à n'importe quel gars un peu, tu sais, les ados qui grandissent jamais, qui sont un peu mal dans leur peau, un peu gauche, et tu sens que lui a beaucoup de recul là-dessus, qu'il en joue. Comment ils disent, les adolescents, je crois. Les adolescents, ouais, c'est un peu ça. Tu vois, son personnage dans le film s'appelle Corentin Perrier. Voilà, déjà le nom, tu vois, il y a une musicalité du nom qui est folle, bien quoi. sûr. Et du coup, ses amis l'appellent Sprite. C'est excellent. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. J'aime déjà ce film, je ne l'ai pas. Voilà, c'est que des trucs comme ça. T'es toujours sur la ligne de crête entre le comique et la gêne, mais t'es toujours entre les deux. T'es jamais complètement dans la gêne, t'es jamais complètement dans l'hilarité non plus. Et ça, c'est délicieux, je trouve, parce que c'est un film qui te challenge un peu, mine de rien, tu vois.
parce que tu t'attends pas aux situations que tu vas voir. En plus, il a un sens du casting qui est assez phénoménal. C'est Michel Hazanavicius qui joue son père. Incroyable. Donc déjà, Hazanavicius acteur, c'est pas arrivé très souvent. Oui, c'est rare. Et C'est arrivé quelques fois. J'adore ce mec. C'est arrivé quelques fois, notamment dans La Cité de la Peur où il a un second rôle, et dans le générique des Nuls l'émission où c'est lui qui porte le blazer Les Nuls l'émission. Oui, j'ai appris ça aussi. Mais ça reste pas un comédien, tu vois, c'est un réalisateur. Et il est super bon. Et il est très drôle et très touchant. Enfin, vraiment, j'ai pas envie de trop en dire parce que déjà c'était compliqué d'en parler dans RST sans trop en dire parce que j'ai pas envie de vendre les gags. Bien sûr. Mais ça me fait hyper plaisir de voir qu'il y a des comédies comme ça qui existent. Et en plus, il est passé par le Festival de Cannes. Ça boucle. Oui, c'est vrai. Je sais plus si c'était la quinzaine ou la semaine. Les gens iront vérifier. Je crois que c'était la semaine de la critique. Mais c'est chouette aussi d'avoir des comédies qui passent dans des festivals de prestige. Et surtout, c'est pas une comédie, c'est pas du Quentin Dupieux complètement. Moi, je trouve qu'il y a un peu de Dupieux dedans, mais c'est pas Dupieux dans le sens où Dupieux, il va loin dans l'absurde. La première fois que tu vois Rubber, oui, tu sais pas trop ce que tu regardes. C'est ça, c'est déroutant quand même. Et puis en général, je trouve que Dupieux, tu peux regarder beaucoup de choses de lui, mais alors que ce soit Rubber ou un autre, mais souvent son premier film, tu vois que t'as basculé dans le monde du cinéma. Là, t'as vu un truc qui va te marquer pour le reste de ta vie. C'est ça. Et là, Bézanville, déjà, ne serait-ce que géographiquement, tu montres le film à n'importe qui a grandi dans une banlieue pavillonnaire, ce qui est mon cas. Pas en région parisienne, mais j'ai grandi dans une banlieue pavillonnaire. Tu reconnais tout dans le film. Il y a une énergie, les rues vides, pas de commerce. Tu veux te déplacer, c'est minimum 1, voire 2, voire 3 trajets en bus. Ah bah ça. Et c'est la galère, tu vois. Et rien que ce truc-là, le film est vachement accessible. Et je pense qu'il peut parler à plein de gens et émouvoir plein de gens, tout en ayant des vraies qualités de cinéma et une certaine radicalité. Et c'est un peu le chaînon manquant entre la comédie entre guillemets intello et la comédie à la Philippe Lachaud. Ok. Est-ce qu'il est, que tu dis il est hyper accessible, est-ce que c'est aussi parce qu'il parle de vrais gens entre guillemets ou c'est vraiment plus Oui, je pense que ça joue. Je pense surtout parce qu'il est réalisé par un vrai gens. Ouais, ok, d'accord. Tu vois. Ouais. Parce que en vrai, je pense qu'il y a plein de comédies très bien intentionnées à la base. Je citerai pas de titre, je veux pas créer d'esclandre, mais il y a des comédies qui peuvent avoir vraiment comme objet de se dire on va parler d'un truc quand même un peu sérieux qui existe vraiment. Mais le problème, c'est comme c'est écrit ou réalisé ou les deux par des gens qui n'ont pas vécu cette situation, ils se cassent la gueule. En fait, je peux les citer. Toledano Nakash, c'est un peu ça, quoi. Ok, ouais, je vois. Ils ont fait des bons films. Moi, par exemple, Nos jours heureux, ça me fait mourir de rire. C'est très drôle. Carrément. Mais tu sens qu'ils n'ont pas toujours connaissance vraiment des milieux qui filment. Excuse-moi, je t'interromps, mais tu fais référence à Une année difficile. Oui. Parce que vraiment, moi, j'ai vu ce film. C'était pas avec toi, non, c'était avec Quentin. Non, mais je crois que t'en as parlé dans le podcast. Oui, j'en ai parlé dans le podcast. En fait, ce film, moi, pourquoi je dis ça? Parce que quand t'as cité Toledano et Nakash, j'ai exactement ce que t'as dit, je l'ai ressenti en voyant le film. C'est-à-dire, le film parle d'écologie, c'est hyper important et tout, mais tu vois qu'il y a une espèce de stigmatisation des écolos trop facile, et tu dis, en fait, eux-mêmes ont peut-être pas côtoyé les bonnes personnes, ou il y a une mauvaise représentation du truc. C'est ça. En fait, c'est aussi, tu vois, là où le film de Martin Jova il est vachement fort, c'est qu'il se moque de ses personnages. Vraiment, il se moque d'eux. Mais il les dénigre pas. Ouais. Et c'est ça un peu la différence, tu vois. C'est comme quand t'es dans une bande de potes et qu'il y a une complicité qui est installée, tout le monde se chambre en permanence, tu te fais des vannes en permanence. Et parfois des vannes méchantes, tu vois. Ouais. Mais c'est ok. Il y a une complicité et tu sais que c'est pas fait dans l'optique de rabaisser la personne, que c'est juste une marque d'affection et de confiance. Celui qui fait la meilleure vanne. C'est ça, en gros. Et ça, tu le ressens dans le film de Martin Jova. Tu sens qu'il se fout de sa gueule à lui. Il a beaucoup d'autodérision. Il se moque certainement un petit peu de ses parents ou des parents de ses potes ou des gens qu'il a croisés dans sa ville, tu vois. Mais il le fait avec beaucoup d'affection. Là où Une année difficile, pour reprendre cet exemple, ils ont envie de se moquer, et certainement de leur point de vue avec une petite tendresse, des militants écolos. Ouais. Sauf que c'est salé, quoi. Et moi, du coup, je me suis dit, ça. T'as un peu envie de leur mettre des tartes quand tu sors de la salle, quoi. Ça passe violent comme ça passe à côté du sujet parce que la cause est noble. En plus de ça, moi, je l'avais défendu un peu le film dans le sens où je l'ai trouvé vraiment bien filmé, toute la scène d'action, on va dire entre guillemets, dans l'aéroport et tout, c'était super bien filmé. Mais le fait qu'ils s'appellent tous brocoli, carotte et machin, et tu vois que mais forcément Noémie Merlan, ça peut pas être une meuf qui a grandi dans la province et la pauvreté. Si elle est écolo, c'est forcément parce qu'elle est turbo riche, qu'elle habite dans un appartement gigantesque qu'elle a vidé, parce que comme ça elle a plus vraiment de possession. En fait, il y avait plein de clichés, comme tu dis, que moi j'ai trouvé vachement violents, alors que c'est censé être eux les héros du film, et voilà. Et qui, en plus, je pense, sont pas représentatifs. Je sais, pour avoir vu des reportages là-dessus, qu'il y a vraiment
des écologistes, qui vont genre faire des câlins aux arbres. Ça existe. Oui, bien sûr. Et c'est un peu marrant. Oui, soyons honnêtes, mais c'est marrant. Il n'y a pas que ça. Mais déjà, de quel droit tu dénigres ces gens-là? C'est-à-dire que moi, je trouve ça un peu ridicule de faire des câlins aux arbres. Mais si ça rend ces gens-là heureux, qu'ils fassent des câlins aux arbres, oui, bien sûr. c'est inoffensif, ça me pose aucun problème. Et si on fait une comédie sur eux, il faut me raconter vraiment leur histoire, tu vois. Il faut me donner de la substance. Ouais. Et c'est ce que fait pour moi Bézanville. C'est que ces personnages, ils ont une épaisseur, ils existent. Et à partir de là, c'est banco, quoi. Tu te marres, tu passes un bon moment. Ça a la politesse de faire 1h30. Et tu vois, 1h30, il y a rien, il y a pas de trop, il y a pas de pas assez, c'est parfait. Droit au but. C'est la durée juste. Il fallait 1h30, il a pris 1h30. Et c'est, tu vois, en plus, je trouve qu'il y a une certaine humilité dans le projet. Donc ouais, moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup charmé. Il me donnait déjà envie. Et puis, quand vous en avez parlé aussi dans Réaliser sans trucage, je me suis dit, ça me donne encore plus envie. Et là, tu le vends extrêmement bien. Vraiment, moi, en toute transparence, c'est vraiment pas. J'ai disparu. C'est vraiment pas un film qui m'a tiré. Parce que, un peu. Ce truc de encore une comédie française, est-ce que je vais vraiment rentrer dedans, est-ce que voilà, tu le vends super bien. Moi je pense que tu as besoin de voir le fourgon de Halo Nettoyau une fois dans ta vie. C'est bon. Non mais c'est rien que le Halo Nettoyau me séduit. Très vite, je te coupe vite fait. Un des meilleurs films pour comédie pour toi, Alexis? Or, y a-t-il un pilote? Alors oui, hors saut que j'ai déjà. Il faut préciser que Pierrick, c'est vraiment le cinéma de comédie, c'est son dada. Il adore ça, donc du coup c'est cool que t'aies cité de la comédie. Faut que j'essaie de sortir un tour de table. Mais c'est marrant que t'aies cité y a-t-il un pilote dans l'avion, parce que moi ça fait 2-3 fois que je le ramène. T'en parles. Le 1 et le 2, et je les ai revus pour les plateformes de streaming qui sont sorties sur Netflix et tout. Et non, la dernière fois c'était y a-t-il un flic, mais c'est dans Leslie Nielsen, c'est dans le même délire et tout. Et c'est pour moi c'est de l'intemporel. Alors je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais j'ai le souvenir vraiment d'être hilar devant, et ça va peut-être paraître bizarre, L'Âge de glace 2. Ah non, L'Âge de glace, c'est excellent. Ouais, mais alors en particulier le 2, j'ai tout oublié. L'histoire, j'ai tout oublié, sauf les sketchs avec Scrat. Mais oui, classique. Et je me souviens du moment où il prend la foudre et où son gland devient un popcorn. Et je me suis this is comédie, quoi. Mais clairement, et c'était hyper smart. Et je suis mort de rire. J'étais mort de rire quand j'ai vu ce film pour la dernière fois il y a environ 10 piges. Et du coup, ça me dit qu'il faut que je le revoie. Ouais, j'avoue. Et c'était hyper smart de la part de DreamWorks d'avoir ce personnage de Scratch qui venait couper un peu les chapitres du film. Ouais. Et te faire un petit interlude en mode, avant que tu te fasses un peu chier devant cette histoire-là, regarde cet écureuil. Et ça te remettait dans le film, tu vois. Et après, quand l'action repartait, t'étais en mode, ah oui, la suite de l'histoire, trop bien. Mais j'ai adoré Scratch là. C'est très malin. Et j'adore que tu dis Scratch et pas Scrat. On a trouvé un nouveau truc que tu as du mal à dire. Et comme ça, M. Night Shyamalan. Ou Grinch. Allez, Pierrick, c'est quoi un des meilleurs, une de mes comédies préférées dont on parle pas beaucoup en France, Superbad. Vraiment, ça peut être grossier pour certains, mais je trouve que c'est très juste dans ses dialogues, dans son idiotie un peu des personnages, sa naïveté en tout cas de ses adolescents et tout. Et ils sont malgré tout attachants, et je trouve ça très juste sur le timing de la comédie. Je l'ai jamais vu. C'est vrai? Ok. Si un jour tu vois, tu m'envoies un message, je n'y manquerai pas. Mais par contre, moi, mon conseil, évidemment, c'est de regarder ceux qui regardent en VF, regardez au moins les comédies américaines en VO, parce que les blagues, c'est très dur à traduire. Et il y a vachement un timing aussi dans la voix qui joue. Ouais, puis l'intonation, l'humour, c'est exigeant. Ouais. Si tu changes un paramètre, tu peux te vautrer. Il peut y avoir une blague qui marche sur le tournage, mais pas du tout au montage, et vice versa. Donc c'est compliqué, quoi. Rémi? Je peux tricher ou pas? Je peux faire une version américaine, une version française? Oh bah oui. Ok, alors américaine, pour moi ça va être Scary Movie, mais pourquoi? Parce que tu vois, on parlait de y a-t-il un pilote ou y a-t-il un flic? Pour moi, Scary Movie, c'est l'héritier Wayans de ces films-là. Et ce que j'aime avec ces films, c'est le rythme, que à chaque putain de seconde t'as un sketch. Comment ils font pour avoir autant d'idées, tu vois? Mais tu sais que si je dis pas de bêtises, c'est le 3 qui est réalisé par David Zucker, qui fait partie des As. Ok. Qui est un des deux Z. D'accord. David Zucker, Jerry Zucker, Jim Abrahams. Je savais pas. Il a réalisé le 3. J'ai jamais connecté les. T'as totalement raison par ailleurs, c'est l'héritier droite ligne. Hein. Mais bien sûr, et c'est pour. En plus trashos. Et c'est l'héritier quand même. Du coup, c'est peut-être. Tu viens de me connecter un neurone là. C'est pour ça que dans le 3, c'est Leslie Nielsen qui joue le président des États-Unis. Tout à fait. Eh putain, trop fort. Excellent choix de casting. Hein. Eh bah oui. Génial. Ah ouais, c'était incroyable. Et du coup, c'est l'héritier. Alors pourquoi je le mets devant, même si je pense que y a-t-il un flic ou y a-t-il un pilote, c'est plus accessible, mais
Simplement, moi, je suis de 91, j'ai grandi. Alors, Scary Movie, c'est 2001, j'avais 10 ans. Quand t'as 10 ans et que tu tombes sur Scary Movie, j'en pleurais encore de rire. Surtout début 2000, parce que je pense pas que maintenant l'humour de Scary Movie, ça a très bien vu en 2026. Mais... Non, ça marcherait plus aujourd'hui. Mais ce qui est, à contrario, la force de Y a-t-il un pilote, c'est qu'à mon avis, Y a-t-il un pilote, ça marche toujours aujourd'hui. Je pense. Bien sûr. Parce que je pense que Scary Movie est plus trash et du coup plus touchy. Ouais, Scary Movie est plus trash et je pense qu'il va à l'époque, t'avais des trucs d'humour de mauvais goût qui n'étaient pas encore complètement essorés. Oui. Tout ce qui tourne autour des bimbos débiles, par exemple. Tu vois. À l'époque, tu pouvais te permettre encore d'y aller. En 2026, on en a fait le tour. Ouais, je pense que tu revois le film aujourd'hui, ça a la patte lourde, quoi. C'est encombré de tout ça. Avec Maud, ma compagne, du coup, on est fan de Scary Movie. Je pense qu'il y a au moins une fois dans l'année, on se remate au moins le 1 et le 2, tu vois. Et même dans le 1, ça m'avait marqué, là, il y a 2-3 ans, je l'ai rematé. Donc 2-3 ans, 2024, 2023, tu vois. Et on avait avancé sur tout un tas de débats. Et c'est vrai que Cindy, je crois. Bah, tu vois déjà. Et dans le 1, tout ce qu'elle se prend dans la tronche, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Donc voilà. Le personnage de Anna Faris. Ouais, tout à fait. Et en France, moi, je suis vraiment pas du tout original, mais c'est vrai que je pleure. Ah ouais, ok, d'accord, je vois. Ce qui est très absurde pour le coup. Ouais, mais c'est l'écriture. En fait, c'est la combinaison Robin des Bois-Chabat dans l'écriture. Je trouve que c'est une leçon de maniement de la langue française. C'est débile as fuck. Genre vraiment. Ouais, mais c'est assumé. Mais c'est assumé et il y a pas là c'est pas tant il y a des sketchs toutes les secondes, mais il y a une tournure à chaque réplique. Il se passe un truc avec la langue française. Et je me dis, c'est trop fort. Bah, mon père m'en voudrait si je ne les citais pas, donc je vais les citer. Les Tontons Flingueurs. Oui, bien sûr. Que j'ai découvert, que j'ai vu pour la première fois très récemment. C'est pareil. Et c'est génial. C'est de l'orfèvrerie les dialogues surtout. Ouais. Les dialogues et le rythme des dialogues. Parce que Audiard, il écrit ses punchlines. Ouais. Mais après, faut les faire, quoi. Faut la sortir. Ouais. Et il y a un nombre de répliques que honnêtement, tu peux les couper du film. Et je pense que rythmiquement, elle me ferait rire quand même. Ouais. Tu vois, même si j'avais pas le contexte autour. Ouais. Moi, c'est le Bernard Blier qui est posté de nuit, c'est sous la fenêtre de Lino Ventura et qui dit juste, alors, il dort le gros con. Bah, il dormira mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Et ça, juste, tu peux la couper. Je suis persuadé que même si je ne connaissais pas le nom du personnage, le nom de l'acteur, le contexte, la musicalité m'emporterait quand même. C'est chimique. Ouais, mais c'est ça. Musique, et ça connecte. Tu sais pas comment ça connecte, quoi. C'est ce que j'aime avec c'est que l'image est drôle, mais t'enlèves l'image, juste tu les écoutes parler, c'est drôle. Et moi, c'est ça me régale. C'est très fort. Niveau comédie française, je termine vite fait là-dessus. Je pense que Les Visiteurs, moi, me fera toujours rire. Ah, un classique. Visiteurs, vraiment. Là, on a un schisme entre toi et moi. Ah, franchement. Mais je me garde Les Visiteurs pour si un jour on a Baptiste Caplin, tu vois. Je prépare bien sûr. En plus, tu peux, parce que vraiment, Les Visiteurs, moi, c'est pas ma cam du tout. Ah ouais. Mais tu vois, quand ça marche pas, ça marche. Ah ouais, mais après, s'il y a pas, puis, c'est pas grave. Surtout, la comédie, c'est le truc le plus engagé au cinéma. J'ai vraiment l'impression qu'on me tape sur la tête avec un gourdin, quoi. Mais ce jour, je le vis presque mal, hein. Mais je peux comprendre, hein, le personnage de Jacouille, il est agressif. Moi, j'adore, hein, il me régale, hein, mais les courtes focales en gros écran, là, c'est dur, hein. C'est vrai que c'est de son époque, hein, j'ai envie de te dire, mais complètement. Mon cher Pierrot. Oui. Quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Ça va être très cringe, comme disent les jeunes, à faire deviner. C'est un film rocambolesque. J'ai mis très très mal. Il y a pas un petit pépin là? C'est un film avec plein de... C'est Raphaël Quenard que tu nous fais là. C'est horrible. Ça marche pas. Très, très mal fait. Ah merde. Avec plein de péripéties rocambolesques sur deux amis. Là, oui. Là, je l'ai trouvé. Sur deux amis qui vont vraiment se lier de quelque chose d'un amour. Non, là, c'est parti dans un autre. Arrête, on l'a. C'est le rêve. C'est bon. C'est le rêve américain. C'est le rêve américain. Pas vu. Qui n'est pas encore sorti aussi au cinéma. Mais on a eu la chance de le voir en séance presse, Projo. Et du coup, je vous sors mes petites notes parce que moi, voilà. Les fameuses notes de Pierre. J'ai besoin. Du coup, réalisé par Anthony Marciano, qui sort le 18 février. Du coup, je vous fais un pitch vite fait. Deux amis sans aucun contact dans le monde du basket veulent devenir agents de basketteurs pour la NBA ou de NBA. C'est vraiment ma surprise de début d'année, ce film, parce que j'ai vu l'affiche, je me suis dit ça va être sympathique, voilà. Et finalement, je me suis retrouvé dans le film vachement ému par moments. Je trouve que le duo entre Zadie et Quenard marche superbement bien. Tu vois qu'ils sont potes dans la vraie vie, ça se sent. Et j'avoue,
Ça m'a beaucoup touché, c'est très drôle. C'est une histoire vraie en plus, donc moi souvent les histoires vraies ça me touche d'autant plus, surtout les histoires d'amitié ou de famille. Et je me suis beaucoup vu, et on en a parlé avec Rémi, on s'est beaucoup vu dans ce film parce que c'est deux mecs qui ont des rêves un peu fous et qui sont prêts à tout pour y arriver, sans faire de mal bien évidemment. Mais ça nous a beaucoup touché dans ce sens-là, un peu les larmes aux yeux 2-3 fois pendant le film. Je l'ai dit d'ailleurs à Raphaël Quenard qui m'a checké, je vais pas me la péter mais bon. Tu te la pètes mais c'est non, mais insupportable. C'est insupportable mais il faut que je le fasse. Mais continue. C'est plus fort que moi. Voilà, tu te demandes toujours un peu comment ils vont s'en sortir parce que c'est des mecs quand même pour y arriver, ils se foutent vraiment dans la merde et tu fais mais comment tu peux te foutre encore plus dans la merde que ça? Ils y arrivent très bien. Et tu te dis jamais ils vont pouvoir s'en sortir de cette merde monumentale. Le film fait un peu plus de 2 heures, je crois, 2h05, un truc comme ça. Mais... Et pourtant, ça passe. Ça m'a pas gêné parce que c'est quelque chose d'assez feel good. J'aime bien voir les gens rêver, j'aime bien les outsiders, ça me touche beaucoup. Et je nous ai vu les galères, des doutes, le soutien amical et aussi, j'ai beaucoup vu, et Rémi aussi, le soutien des compagnes qui nous touchent. On a beaucoup de chance d'avoir des compagnes qui nous soutiennent dans nos délires et dans nos absences constantes pour des projets un peu fous. Pour moi, le film a vraiment fonctionné. C'est vraiment une grosse surprise. Et je suis très content qu'on fasse ce genre de film en France. Et vraiment, j'ai pas grand chose à dire à part aller voir le film parce que c'est très feel good et tu sens un peu la patte Disney parce qu'il y a prod Disney Plus derrière. Mais c'est pas si dérangeant que ça finalement. Il avait réalisé quoi, Anthony Marciano? Les gamins. Ouais, avec Boublil. C'est ça. Avec Boublil. Ouais. Et du coup, je savais pas trop à quoi attendre, tu vois et tout. Et finalement, j'ai trouvé ça très bien ficelé. Ouais, franchement, c'est pas un film prétentieux. Non. Ça m'a touché. Et on a eu la chance d'interviewer du coup Marciano, Quenard et Zadie et c'était une belle expérience. Ouais. Mais je viens juste compléter un petit peu ton discours parce qu'on l'a vu ensemble. Je rajoute juste quand même parce que c'est français mais que c'est quand même très franco-américain parce qu'il y a quand même Prime et Disney. Peut-être pour ça. Dans la prod. Peut-être pour ça. Et c'est un film qui est très émouvant, qui fonctionne dans ce il veut aller chercher sur l'émotionnel et donc il utilise tous les tropes classiques de l'émotionnel. Donc ça c'est un peu vu et revu. Néanmoins, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire tu sens un peu la touche un peu édulcorée Disney. On a des rêves fous, on va aller au bout. Et je pense que c'est extrêmement romancé par rapport à la réalité. Il y a des codes assez classiques du genre, mais ils sont bien ficelés et du coup ça marche. Mais ça fonctionne très bien. Et je pense qu'après dans notre cas, c'est le fait de se reconnaître un peu dans les ambitions. Oui, je pense que ça joue énormément aussi. Qui a joué. Mais c'est un beau film et effectivement, Quenard et Zadie, pour moi, c'est la révélation du duo. En fait, pas juste, on sait que chacun indépendamment, ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais ils fonctionnent très bien. Mais là, en duo, alors moi je savais pas en fait qu'ils étaient potes dans la vraie vie. J'ai passé complètement à côté de l'info et à l'écran ça se voit vraiment. Et pour moi peu importe ce que les gens pensent du film L'amour ouf, leur duo marchait déjà dans L'amour ouf, la version adulte des personnages et tout. Et je trouve que là c'est une autre version qui n'a rien à voir et ça marche tout aussi bien et du coup je trouve ça assez fort quand même que peu importe le type de film dans lequel tu les mets, ça fonctionne quoi. Et non, le film m'a fait du bien honnêtement et j'ai découvert des trucs parce que je n'y connais rien en basket et pourtant ça ne m'a pas gêné une seconde dans le film. Ouais. Alors tu pourrais te dire c'est un film qui parle de basket et tout, je vais rien comprendre. Pas du tout. C'est bien plus que ça va au-delà de juste le basket quoi. Non mais c'est un beau film, il va marcher ce film, c'est sûr et certain. Oui, je pense que le film pour toute la famille, c'est sûr. Ouais. Donc je recommande. D'ailleurs pour la VP c'était rigolo, ils étaient venus chacun avec un pull avec le visage de l'autre sur leur pull, c'était très drôle. En plus des pulls très kitsch type années 90, tu vois, donc ils étaient bons, très bon délire. Ouais, très sympa. Rémi. Alors le dernier film que j'ai vu au cinéma, on va dire que l'intégralité de l'intrigue se déroule dans une ville dont on n'est pas sûr qu'elle existe réellement. Je pense savoir bizarrement. Dont on n'est pas sûr qu'elle existe réellement. Tout à fait. Nuremberg. Non, pas du tout. Si ça peut t'aider, on en a déjà parlé dans ce même épisode de podcast un peu plus tôt. Mais j'ai dormi 3 heures la nuit passée, donc le cerveau commence à fatiguer. Mais non, je l'ai pas. Attention, t'as un film à présenter après. Je l'ai pas premier degré. En plus, oui, c'est ça, c'est que j'économise. Je l'ai pas premier degré. C'est totalement lié. Attends, je peux faire un son pour faire deviner? Oula. C'est quelque chose, hein. C'est très vocal cet épisode. Vas-y. Et c'est là qu'on a perdu l'intégralité de nos auditeurs. Attends, tu vois, il y a un truc quand même.
Oui. Oui, le soutien à moitié. Merde. J'essaie de faire une sirène. Oui, non, mais oui, j'ai capté l'imitation. C'est pas Quenard cette fois, c'est pas Quenard. Dis-moi le titre très vite parce que ça va m'angoisser. C'est Retour à Silent Hill, tout simplement. Ah bah oui. Putain, quel imbécile. On va mettre ça Est-ce sur que la tu fatigue. t'en veux là? Est-ce que tu t'en veux? Ouais, je m'en veux grave. Je m'en veux grave, surtout de pas l'avoir eu avec la sirène alors que c'est un des trucs les plus connus de la pop culture. Bref. Allez, hop, à la niche, Alexis. On va mettre ça sur tes 3 heures de sommeil, évidemment, il n'y a aucun problème. Notez bien, réalisé sans trucage, tous des faux cinéphiles. Bref. Donc, pareil. Je l'ai pas volé. Pareil, un film qu'on a vu en avant-première, on en parlait tout à l'heure dans mon anecdote, mais je vais un petit peu défendre ce film parce que je vois qu'il est en train de se faire massacrer aux États-Unis. Et bon, c'était prévisible, mais mon petit cœur de fanboy est obligé de réagir un petit peu. Donc voilà, c'est un film que j'ai moi personnellement beaucoup aimé, qui a d'énormes défauts, on va pas se mentir, qui sont liés, je pense, à son budget parce qu'il a eu un budget de 25 millions de dollars. Je pense que pour l'ambition du film, c'est un peu trop court. Sachant que le premier Silent Hill, c'était 50 millions de dollars. Ouais. Et c'était déjà short. Mais là, 25 millions, je pense que pour un film qui est devenu, enfin, surtout pour une franchise qui est devenue aussi légendaire que Silent Hill, parce que ça avait fonctionné early 2000, mais maintenant, c'est rentré complètement dans la pop culture. Il y a eu le remake, il y a maintenant, il y a des chaînes YouTube qui sont dédiées intégralement à l'analyse du machin. Bon, bref, ça a pris une ampleur de fou. Et je pense que le film aurait été quelques millions de plus pour être produit. Néanmoins, on peut pas tout mettre que sur le budget. Voilà, c'est un film qui est très modeste et c'est ce qui en fait, je pense, que les gens n'accrochent pas avec la proposition visuelle. Néanmoins, moi, ce que j'ai adoré, je pense que c'est le fait que le film a été fait par un passionné du jeu et ça se ressent. Et je dis pas ça parce qu'on a eu la chance de le rencontrer. Je dis ça parce que premier degré, ça se ressent quand on mate le film. Je suis témoin et on en parlait avant même de le rencontrer. Ouais. Et moi qui suis aussi joueur du jeu, en fait, ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que j'ai retrouvé tous les éléments. Et ce qui est rare dans une adaptation de jeu vidéo, souvent, on prend qu'une partie et on l'adapte et on fait quelque chose d'autre, on romance ou on fait... Et du coup, ça colle pas parce que les joueurs ne se reconnaissent pas dans leur franchise. Ouais. On a pléthore d'exemples de foirage complet d'adaptation. Et moi, là, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments du jeu qui sont pas forcément à la même place ou qui racontent pas forcément la même chose que dans le jeu. Mais ça ne m'a pas dérangé. Pourquoi ? Parce que Silent Hill, c'est vraiment une histoire de métaphore. Quand tu joues à ce jeu, c'est à toi d'interpréter concrètement ce que tu vois. L'histoire ne t'est pas racontée facilement. On ne te raconte pas le truc de A à Z avec un schéma classique. C'est-à-dire qu'on va te mettre devant des scènes et en fonction de ce que toi tu comprends de la scène, t'écris l'histoire du jeu. C'est très baisé du cerveau, mais c'est comme ça et c'est comme ça que ça a fait le succès du jeu. Et j'ai trouvé que le film, en fait, c'était, comme il l'a dit dans l'interview, en fait, il y a autant d'interprétations du jeu qu'il y a de joueurs. Et en fait, j'ai juste eu l'impression que le film, c'était son interprétation à lui. Et je l'ai consommé volontairement en mode, ok, donc toi, ta vision du jeu, c'est ça. Et ça m'a plu. Voilà. Et donc, pour moi, c'est réussi. Même si ça va se faire défoncer et que ça va se faire allumer par tout le monde. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il fait son film du samedi soir. On peut dire que vraiment, il y va pas de main morte. Il fait vraiment son kiff, quoi. Et tu le ressens. Et il prend pas des gants pour y aller, quoi. Ouf. Il va pas avec tu l'as préparé en amont. Oui, je savais pas comment l'amener. Mais elle est bonne, ça sera peut-être le titre de l'épisode. Il va pas. On va voir. Mais non, et une autre chose qui m'a plu, c'est qu'en fait, pour les joueurs du jeu, je sais pas si toi tu joues un peu à Silent Hill. Joues-tu déjà ? Alors je joue. Ok. Je joue quand j'ai le temps. Ouais. Et je suis malheureusement passé à côté et de Resident Evil et de Silent Hill. Les deux phares du d'horreur, je suis passé à côté. Ok. Mais c'est prévu, je vais faire le remake de Silent Hill. Du coup, après avoir vu le film avec ma copine qui, elle, avait fait la version originale de Silent Hill 2, le jeu, on a pris le remake ou remaster, je sais pas. Le remake. Le remake, voilà. Et là, ça fait 3 jours qu'on y joue dès qu'on a un temps libre. Et franchement, je me chie dessus parce que je suis très vite apeuré dans les jeux vidéo. Ouais, moi aussi, mais il se trouve qu'en plus, j'ai un chat à la maison. Ah. Je sais pas si vous avez des animaux de compagnie. J'ai joué à un jeu vidéo avec un animal de compagnie quand le jeu vidéo est flippant. Ouais. Et quand tu joues au casque, ce qui est mon cas, tu vois, genre c'est difficile de se dire ok, je m'immerge dans le jeu et tout. Et d'un coup, il y a une patte qui te touche la jambe. C'est dans le contexte très badant. Mais c'est prévu, je vais me faire Silent Hill 2 et du coup j'essaie de rattraper des classiques aussi niveau vidéo et j'ai énormément de retard. Sans spoiler, parce que de toute façon c'est le jeu, tu le verras très vite, mais en fait Silent Hill est un loop, c'est une boucle, t'es obligé de tout le temps y retourner, c'est un peu, ça fait partie du lore. Et en fait ce que j'ai aimé avec ce film,
c'est que j'ai eu l'impression de lancer une nouvelle partie. Et en fait, en fonction de ce que tu fais dans le jeu, ça peut avoir des influences sur ton histoire, sur les cinématiques, ça peut changer des choses. Et j'ai eu l'impression en fait juste de lancer une partie et comme si je testais d'autres choses dans le jeu et du coup je débloquais des nouvelles séquences et ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression que c'était respecter la franchise, que c'était respecter l'identité de la franchise. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. On est d'accord que dramaturgiquement parlant, et là je parle du jeu vidéo, ouais. Avant tout, le 1 et le 2 sont pas connectés. Pas du tout. Okay. En fait, la seule chose qui connecte les deux, c'est la ville. Mais on va dire qu'il y a un début d'intrigue dans le 1 qui n'est pas du tout suivi dans le 2 et qui est repris dans le 3. Ah, ok. Voilà. Ah oui, c'est perché. Hein. En fait, le 2, c'est vraiment une parenthèse. D'ailleurs, le jeu en lui-même avait fait scandale à l'époque parce que les gens, ils étaient en mode, attendez, on a eu un premier épisode qui est fou complet, pourquoi on n'a pas la suite ? Enfin, pourquoi c'est une nouvelle histoire et tout. Et en fait, les gens ont mis de côté ce truc de, c'est pas la suite directe du 1, mais attendez, le jeu a quand même des trucs à nous raconter. Est-ce qu'on va pas gratter un peu ? Et là, en fait, les gens se sont aperçus du rabbit hole de Silent Hill 2 en mode ah ouais, non, en fait, d'accord, ok, c'est peut-être pas la suite du 1, c'est dommage. Par contre, le jeu est fou complet. Même si c'est pas la suite du 1, ce que nous raconte le jeu et comment il faut le comprendre, l'interpréter et tout, c'est fou complet. Et c'est comme ça que, avec les années, les forums, les chaînes YouTube, les machins, la légende Silent Hill 2 a grandi. Et après, quand ils sont retournés au 3, du coup, le 2 était devenu tellement fou que quand tu retournes au 3 à l'intrigue du 1, t'es en mode oui, ok, c'est cool, on reprend l'intrigue du 1, mais dans le 2, on aura bien une suite. Mais en fait, c'est compliqué, je veux pas spoiler. Ouais, non, mais c'est compliqué. Tu peux pas faire de suite au 2, mais tu peux faire des boucles. Et c'est ça qui est génial. D'ailleurs, il y a une grosse théorie sur le YouTube game de Silent Hill qui dit que le remake n'est pas un remake, c'est une nouvelle boucle. Ouais, et c'est génial. C'est génial. Et j'ai l'impression qu'il y a plein, dans le jeu vidéo, en tout cas Silent Hill 2, là, je sais pas si je suis à la moitié ou quoi, bref. J'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires dans le jeu. À la moitié. Ok, j'ai l'impression qu'il y a, parce que je suis très lent pour jouer, parce que je suis très mauvais gamer, mais j'adore ça. Et j'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire. Ouais. Et c'est ça, des fois je lis par exemple des notes accrochées au mur ou je sais pas quoi, et je fais attends, mais c'est qui ça, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe, je suis perdu. C'est un des rares jeux, tu peux le finir en 9 heures comme tu peux le finir en 45 heures si t'analyses tout, quoi. Enfin bref, on va peut-être pas faire tout l'épisode sur Silent Hill, mais en tout cas on pourrait. Moi j'ai passé un très bon moment et je pense qu'il faut, pour défendre le film, je dirais juste qu'il faut l'apprécier à sa juste valeur et à sa juste ambition. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que allez écouter un petit peu Gans parler de son film, parce que je pense que ça vous donnera des éléments de lecture et surtout des éléments de compréhension pour savoir pourquoi c'est pas un film qui est c'est pas un projet à 400 millions de dollars avec des effets spéciaux de fou, quoi. Ouais, puisque ce que je t'ai dit quand on est sorti du film, c'est que j'ai senti qu'il y avait un budget qui était un peu amoindri. Et j'ai dit à Rémi, mais je pense et je trouve en tout cas qu'il a su mettre le budget là où il fallait pour que ça fonctionne, en tout cas pour moi. Et je trouve ça assez malin de sa part. Après, il a l'expérience évidemment, mais de savoir où foutre l'argent pour que le film fonctionne. Et je trouve ça cool. Dernière chose, et après on passe au film en streaming. Mais pendant sa présentation du film, il nous a confié à toute la salle, pas juste à nous, que son jeu vidéo préféré c'était BioShock. Et je veux qu'il fasse un film BioShock maintenant. Mais il y a une série Amazon. Non, c'est un film. C'est un film. Je veux bien que Christophe Gans ait des ambitions peut-être sur BioShock, mais à mon avis, ça va être compliqué. Ah, mais il a dit qu'il le ferait jamais. Bah oui. Il a dit qu'il le ferait jamais parce que il se passe beaucoup trop de choses dans BioShock et que c'est trop grand comme. Tu m'imagines. Rien qu'en termes de décor, de refaire Rapture, à mon avis. C'est gigantesque. Ouais. Moi, j'ai la trilogie. Enfin, on a la trilogie du coup sur la Switch parce que ma compagne veut que j'y joue. Et ça fait des années que j'ai envie d'y jouer. Et là, je pense que ce sera le prochain jeu après Silent Hill pour le coup, parce que j'ai fait déjà quelques Resident Evil. J'ai fait que le premier moi de BioShock. Ok. J'ai pas fait le 2 et le 3. Mais il paraît que c'est incroyable. C'est très bien. C'est très très bien. Pour avoir fait les 3, le 1 et le 2 surtout. Le 3, ils ont testé un autre truc. La fin est folle, mais tout le jeu est moins savoureux à traverser. Si mon collègue Simon Rio était là, il dirait le 3, il est très bien, mais il faut faire les DLC avec. Oui. Si tu fais pas les DLC, tu perds vraiment au change et le jeu a l'air d'être pas ouf. Et en fait, c'est avec les DLC qu'il prend une ampleur plus importante. Entièrement d'accord avec lui. Il faut faire une version full édition. C'est ça. Pour vraiment profiter du truc. Voilà. Et c'est pour moi, quand tu arrives à la fin du 3, que tu prends le vertige de l'œuvre BioShock, je dirais pas pourquoi, mais par contre, si tu veux juste profiter de l'expérience BioShock rapidement, le 1 et le 2.
C'est vraiment eux qui ont marqué l'histoire, quoi. Voilà. Alexis, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming et sur quelle plateforme de streaming, évidemment? Si tu peux nous faire deviner, c'est plus drôle. Alors, sur quelle plateforme de streaming? Je crois que c'était Disney+, je crois. C'est un film de science-fiction. C'est tout? Ça va être long, hein. Non, bien sûr que non, c'est pas. Sinon, j'ai plein de questions là. Non, c'est un film de science-fiction qui se trouve être le seul film d'auteur de son cinéaste. Ah. Un film de science-fiction, le seul film d'auteur de son cinéaste. Alien. Pour rappel, le film d'auteur, film personnel. Ouais. Ok. Ouais, j'étais parti sur Alien aussi. Ouais, mais non. De Ridley C'est pas Scott. Alien. C'est pas Alien. Est-ce que c'est un film de Alien n'est pas un film d'auteur par ailleurs. Bah, un c'est film de pour ça. commande, à la base, D'accord, ok. Bon, ça est devenu par la force des choses, mais là, on parle d'un film où le gars s'est investi dans le développement parce que c'était son projet, quoi. C'est un film de Cameron? Non. Ah, c'est les deux cinéastes que je connais, c'est fini pour moi. Non, Sur Disney+, en plus. Certains diraient de ce cinéaste que c'est quand même un gros tâcheron. Ouf. Ah putain, mais il y en a plein, non? On parle quand même pas de Kubrick et de 2001. Absolument pas. Ah, merci. Absolument pas. Toi, t'as regardé Les Tuches, toi? Non, en film de SF, est-ce qu'on peut avoir une date? À peu près, hein. Faut que je revérifie, attends. Doigt mouillé, Il a dormi 3 heures, on le rappelle, donc il demande pas trop. Déjà, est-ce que c'est français ou américain? Ah oui. Totalement américain. Totalement américain. Est-ce qu'on est avec Spielberg, 90. Rencontre du troisième type? Non. Années 90? Ouais. Ah, années 80, ok. Qu'est-ce qu'on a eu en DCF en 90? Il y a un seul réal à la mise en scène? Ouais, il y en a qu'un. Ok. Il y en a qu'un. Je peux vous donner un autre indice, si vous voulez. Oui. Vas-y. Il a adapté un jeu vidéo d'horreur au cinéma. Ah, c'est pour toi, Rémi, ça. On est quand même pas avec le 5e élément et Besson. Non. J'allais dire, on va quand même pas parler de Besson ici. Vomi. Non. Il n'a pas adapté de jeu vidéo d'horreur, Besson. Non, mais j'étais sur le 5e élément et je me suis dit peut-être autant Non, il a... une vraie adaptation, une licence. Il l'a adapté au cinéma et pas qu'une seule fois. Oula. C'est Resident Evil alors. Ouais, t'as le réal. Et qu'est-ce qu'il nous a fait comme J'ai rien vu de film Resident Evil. SF en 90? Je l'aurais pas. Dans les années 90. Event Horizon, ça vous dit rien? Pas du tout. J'ai le titre je vois le titre, je n'ai jamais vu ce film. Eh ben, je l'avais pas vu non plus jusqu'à il y a genre une semaine et je tombe par hasard dessus, avec ma meuf on tombe dessus par hasard, on se dit ok, vas-y on le lance, on l'a jamais vu, on va le voir. Et en fait le film a une histoire très particulière, c'est que Paul W.S. Anderson, il commence avec un petit film indé que j'ai pas vu. Ensuite il enchaîne avec une prod hollywoodienne qui se passe pas très très bien, qui est Mortal Kombat. Ah oui, bien sûr. Et ensuite, vu que Mortal Kombat, mine de rien, il s'est bien débrouillé avec ce qu'il avait entre les mains et qu'il a obéi au studio, il arrive à négocier le tournage de Event Horizon, qui est donc, pour résumer grossièrement, dans l'esprit de Paul W.S. Anderson, c'est un vaisseau spatial qui a disparu aux confins de notre galaxie. Il y a un autre vaisseau qui va pour le récupérer. Et en fait, potentiellement, il y a une porte dimensionnelle qui s'est ouverte à l'intérieur de l'Event Horizon, qui est le nom de ce vaisseau qui portait disparu. Et c'est une dimension qui a l'air d'être infernale, littéralement. Doom. Voilà. Grosso modo, c'est à mi-chemin entre... Grosso modo Doom. Grosso modo, excusez-moi. très bien. C'est à mi-chemin entre Alien, Doom, Hellraiser, qui est un peu un mélange de tout ça. Donc film de SF à tendance horrifique, vénère. Mais là, ça commence à me plaire. Hein. Avec du symbolisme religieux qui est pas con, avec un casting plutôt chouette. Laurence Fishburne et Sam Neill dans les... Alors là, tu parles à Rémi. On est fan de Sam Neill ici. Anecdote du fait, j'ai accompagné Laurence Fishburne aux toilettes. Voilà, oh wow. Ouais, c'est quelque chose. Oh wow. Pas dedans, hein, je vous rassure. Très gentil. Comment je rebondis après ça? Oui, donc casting plutôt chouette. Et en fait, donc il tourne un film parce qu'il y a une histoire avec ce film-là. Et pourquoi après Paul W.S. Anderson s'est mis à faire que des films de Yes Man de merde. Ok. Il tourne le film, il monte une première version qui fait un peu plus de 2 heures. Le studio rabote le film pour le ramener à genre 1h40. Ou un truc du style. Donc ils ont amputé plusieurs dizaines de minutes du film. 20 minutes, ça commence à être long. Hein. Il n'y aura jamais de director's cut parce que les bandes sont perdues. Quel enfer. Donc le gars, il s'est fait chier à réaliser un film ambitieux, personnel, il est perdu pour toujours. Ah, ça c'est quelle horreur. Et du coup, le film, quel est le film qui reste? C'est une expérience parce que le rythme du film est hallucinant, c'est n'importe quoi. Ah ouais, bah j'imagine. Les mecs ont fait quasiment ce qu'a fait Jean-Marie Poiré avec Les Anges Gardiens, quoi. C'est-à-dire que tu sens qu'ils n'ont pas coupé tant de matière que ça. Par contre, ils ont raboté toutes les séquences. Donc, dès qu'il y a une petite pause, tu cut. Et du coup, le film va à une vitesse
phénoménal. Et c'est dommage parce qu'il y a tout un imaginaire qui est vachement chouette, mais je n'ai jamais entendu parler de ce film. Ça prend pas parce que le film est trop charcuté de partout. T'as des développements de personnages qui font pas sens, t'as des sous-intrigues qui sont à peine élaborées. Mais les studios, ils sont chiants avec ça. Hein. Ah, ils respectent très rarement la vision. Mais même Christophe Gans, il disait que lui, son film, il aurait fait 10 minutes de plus. Bien sûr. Il voulait un rythme un peu plus tranquille et qu'il a été obligé de. C'est un peu le rythme TikTok, j'ai envie de te dire maintenant. T'as plein de films qui sont. Y aller à fond, quoi. Oui, mais là, on parle des années 90, tu vois. Non, mais je veux dire maintenant aussi. Mais il y a plein il faut que ça aille de plus en plus vite, quoi. Il y a plein de films qui ont été massacrés par les prods à cause de ça. Moi, j'ai un des exemples que je cite souvent, c'est Xavier Jean qui a fait l'adaptation de Hitman, Agent 47. Et tu sens quand tu mates le film qu'il y a deux films qui se battent dans un seul film, qu'il y a un film d'action qui est le film de la prod et qu'il y a un film de composition qui est le film de Xavier Jean qui lui était fan de Hitman et que pour tous ceux qui ont joué à Hitman, c'est lent, c'est discret. Il faut pas faire de bruit, il faut pas se faire remarquer. Donc quand la prod lui a dit on veut un hélicoptère qui s'écrase dans un immeuble, Xavier Jean il a dit c'est pas Hitman. On s'en fout. On veut une histoire d'amour avec Agent 47 et Olga Kurylenko, mais c'est pas Hitman. On s'en fout. Donc pour Event Horizon, j'imagine que ça doit laisser une cicatrice de fou. Hein, ça doit laisser une cicatrice de fou. Anecdote, puisque tu parles de Hitman. Ouais. Je pense. Tu étais Hitman. Vous avez vu Non, mais par contre, j'adore le jeu. Je l'ai tous fait. Ah, ok. Je les ai tous poncés. Vous vous souvenez de cette scène ridicule dans le film de Xavier Jean où c'est censé se passer, je crois, à la gare de Saint-Pétersbourg et c'est la gare Montparnasse. C'est possible. C'est pas pour paraphraser la vidéo de Karim Debache de l'époque, mais il a raison. Quand tu connais la gare Montparnasse, la scène est ridicule. Ouais. Parce que les mecs sont dans tous les sens en lourde Russie, moins 30 degrés, avec des grosses parkas, et tu les vois sur la voie 12. Et donc, cette scène-là où ils se battent au sabre. Ah oui. Absurde. Mais bien sûr. Aucun ça fait partie des reshoots. C'est-à-dire que Xavier Jean, il a livré sa copie et la prod a dit on va refaire ça. Non, on va couper 30% et on va retourner des trucs. Savez-vous qui a tourné ça? Je peux le dire parce que Xavier Jean l'avait dit. Ah, on t'écoute. C'est un Français qui a retourné ça? Ouais. C'est Luc Besson. Ok, bah oui. Finalement, on aura parlé de ça. Il est revenu, je retabule. C'est Luc Besson, ouais. Putain, c'est fou. Ouais. C'est fou, ouais. Mais ça a été un massacre, hein, ce film. C'était une catastrophe. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment, je suis intimement persuadé que Xavier Jean avait, l'intime conviction de respecter la franchise quand il a démarré le projet. Et je pense que le produit final ne lui correspond pas du tout. Même les derniers Star Wars, c'était pas le résultat final n'est pas ce qui était écrit au début, ce qui était prévu au début, parce que Disney, voilà quoi. Ouais. Mais... Parce qu'il planifie rien. Mais pour en revenir à Event Horizon, en vrai, il y a pas masse de trucs à dire sur le film. Par la force des choses, c'est une série B rigolote, mais complètement foutraque. C'est juste que ce qui est très bizarre, c'est que tu regardes le film en imaginant en permanence que ça aurait pu être. Donc j'en ai pas gardé un souvenir si mémorable que ça, à part quelques séquences, parce que je suis pas vraiment dedans. Tu vois, comme quand tu comprends, parce que tu le comprends, hein, ça te saute à la tronche très vite, hein, que le film a été charcuté sur les bancs de montage, tu te dis, ok, mais du coup, cette scène-là, elle aurait pu donner quoi? Est-ce que ça débouchait sur autre chose? Cette autre chose, qu'est-ce que c'est? T'essaies de te reconstituer la mythologie du film en direct. Et c'est dommage parce que c'est un projet qui aurait pu être vraiment cool, qui aurait certainement changé la carrière de Paul W.S. Anderson. Et puis c'est foutu pour toujours puisqu'ils ont plus les bandes. Après, entre nous, est-ce qu'il fera mieux que Mortal Kombat un jour? Ou que les Resident Evil. Surtout les derniers. Les derniers. J'ai jamais osé regarder les films Resident Evil. Mais parce que j'ai pas une bonne image. Je suis peut-être un peu. Non, c'est de la merde. Têtu là-dessus. Mais moi, je pense que déjà, faut revenir à l'origine. Il y a la team Silent Hill et la team Resident Evil, et ça déjà, c'est un gros débat. Je suis team Silent Hill, je suis pas team Resident Evil, mais on s'en fout. J'ai quand même aimé les jeux, et je pense que petit, je l'avais vraiment vu en mode film d'action, zombie, Mila Jovovich, tu vois, ça sortait du 5e élément. J'aimais bien Mila Jovovich. J'étais en mode oui, pourquoi pas. Ça répondait aussi un peu à une époque, il y avait beaucoup de demandes autour des origines d'action. Il y avait Underworld de l'autre côté avec Kate Beckinsale. Pourquoi pas. Ouais. Et puis en fait, plus la franchise avançait, plus c'était catastrophique. Je dis pas que le premier épisode était bon, mais c'était pas si pire. Les derniers, entre guillemets derniers, c'est pas des directs ou DVD ou quoi? C'est possible, mec. C'est vraiment possible. C'est l'image que j'ai des films. Non, c'est sorti en salle. Tous? Je pense pas qu'ils aient marché par contre. Voilà. C'est pour ça que j'ai peut-être l'image du direct. Non, ils sont sortis en salle, ouais. Mais Event Horizon, moi je crois que j'en ai entendu parler, je pense que ça devait être dans une vidéo de HAL 236 ou un truc comme ça, parce que c'est le genre de film. Une de mes vidéos. Sûrement, oui. Et tu trouves pas c'est possible que... Non, excuse-moi, sérieusement, mais c'est possible que HAL t'en ait parlé dans sa... C'est pas sa vidéo sur Hellraiser où il en fait mention, justement? C'est vraiment très probable, parce que moi, ça fait trop longtemps que je l'ai vu. J'adore Hellraiser et j'adore sa vidéo sur Hellraiser. Je crois que j'ai dû la voir 2 ou 3 fois, sa vidéo.
Et mais en tout cas, c'est le genre comment dire de représentation dont il est totalement friand et il me semble vraiment en avoir entendu parler dans une de ses vidéos. Et tu sais, c'était le truc que tu notes en disant si Alt en a parlé, j'irai voir parce que potentiellement je suis curieux. Et en fait, je suis jamais allé le voir. Donc là, encore une fois, tu me branches beaucoup de neurones aujourd'hui. Ouais, mais c'est le sensei, c'est le sensei. J'ai pas fait exprès. Alexis Sensei. Mais pose ta question là. Et tu trouves pas qu'il a un... Ouais, parce que je suis pas d'accord du tout. Tu trouves pas qu'il a un faux... Enlève les lunettes, s'il te plaît. Tu trouves pas qu'il a un faux air de Alt? Non mais... Oui. Mais les cheveux en pétard. Un peu. Moi je trouve que le nez... Non, je suis d'accord. Regarde Alexis, il est d'accord. Je suis d'accord, il y a un faux air de Alt. Parce qu'entre les copains, on n'arrête pas de lui dire qu'il y a un petit... Alors attention, mais Rémi, c'est le grand JD, il met un bonnet, donc moment, voilà quoi. Pas du tout. Bon, mon cher... Petite exploration nocturne. Oui. Je suis pas très vaillant, moi. J'irai pas dormir dans un urbex hanté. Oui, c'est pas pareil. Quelle horreur. Mon cher Pierre, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming? J'ai vu un film... ça va être facile pour vous peut-être à deviner. J'ai vu un film avec Loki, et tout le monde dit merci à Loki. Ok. Voilà. Donc c'est Tom Hiddleston. Yes. Et tout le monde dit merci à Tom Hiddleston. Je l'ai vu sur Canal. Ok, attends, tout le monde dit... C'est pas un film si récent que ça, si 2024, je crois, 2025. C'est très récent. Ouais. The Life of Chuck. Exactement. Je vérifie la date parce que l'année dernière. J'ai un doute. 2025. Donc 2025. 2024, ils mettent. Alors c'est fin 2024. Peut-être fin 2024, ouais, ça doit être fin. Ouais, non, 11 juin 2025. Je sais pas. Peut-être il y a une différence entre les pays. J'allais dire, il y a peut-être une sortie américaine, une sortie française. C'est fort possible. Ah ouais, oui, ça doit être ça. Tac. Du coup, j'ai essayé de résumer le truc. C'est de Mike Flanagan, pardon. Et j'ai essayé de résumer le truc, mais c'est un film difficile à résumer, je trouve, à pitcher. J'ai mis, basé sur une nouvelle de Stephen King, on suit directement ou indirectement la vie en 3 actes d'un homme ordinaire nommé Chuck. Ça en dit pas grand chose sur le film, mais c'est suffisant. C'est dur de résumer sans spoiler. Le truc. Voilà, c'est ça. J'étais super curieux de voir Mike Flanagan réaliser ce genre de film parce que moi je le connais de déjà Dr. Sleep par exemple, c'est le réalisateur, ou encore les séries mini-séries d'horreur que j'adore sur Netflix, par exemple The Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, La Chute de la Maison Usher, Midnight Mass. C'est vraiment, je vous conseille si vous n'avez pas regardé ces séries, j'adore ça. Toujours avec des très bons castings, voilà. Et j'avais aucune idée de quoi parler le film avant de le voir. Je savais juste que j'avais très envie de le voir lorsqu'il était sorti au cinéma et j'avais pas eu le temps, pas eu l'occasion. Il y a un super casting, donc on l'a dit, Tom Hiddleston, Mark Hamill, donc de Luke Skywalker pour ceux qui ne savent pas, Nick Offerman, Karen Gillan, Chiwetel Ejiofor, j'ai toujours du mal à le dire, je suis désolé, et toujours certains de ces acteurs fétiches qu'on a vus dans ces séries horrifiques. C'est compliqué de ranger ce film dans un genre, mais moi je l'ai senti comme un film feel good, étonnant vu que c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King quand même. On va dire qu'il y a 3 actes, c'est pas un film qui est linéaire, tu commences un peu par la fin. Ça commence par le 3e acte, sans en dire trop. Et je trouve que ce qui est fort dans ce film, c'est que chaque acte on pourrait l'attribuer à un genre différent. Et c'est super intéressant du coup parce que tu sais pas trop où on va. C'est un film qui te laisse avec beaucoup de questions, donc ça peut être un point négatif comme un point positif. Mais j'ai très envie de discuter avec Stephen King ou Mike Flanagan, parce que évidemment, qui n'a pas envie, pour leur poser plein de questions sur le film. J'ai énormément de questions, alors que ça m'a beaucoup touché quand même. C'est dur d'en parler sans spoiler le film vraiment, mais c'est différent de beaucoup de films que j'ai pu voir ces derniers temps. C'est quand même un petit ovni, vraiment. Il fait moins de 2 heures en plus, il me semble. Et je trouve que c'est très intéressant de regarder un film qui n'a pas une chronologie classique, parce que c'est qui tout double. Pour moi, c'est un gros ratage ou une réussite. Et ce film, il m'a donné envie de penser à la vie, mais de façon positive, on va dire, et de me dire, franchement, la vie, elle passe vite. Profite de chaque instant. Tant pis si t'es ridicule, tant pis si tu oses pas faire des choses, fonce et puis tu verras bien ce que ça donne. C'est un peu la leçon que je retire du film. Mais une fois de plus, j'ai énormément de questions sur ce film. J'ai plein d'intrigues ou de petits moments du film qui sont restés un peu sans réponse. Et j'ai du mal à comprendre si c'est, comme je l'ai dit, quelque chose de positif ou négatif. Et du coup, j'ai besoin d'en parler avec les personnes qui ont écrit ou réalisé, donc c'est la même personne, Mike Flanagan, ce film, ou écrit la nouvelle. Il faut peut-être que lire la nouvelle m'apporterait plus de réponses. Mais voilà, une fois de plus, c'est très compliqué de parler du film sans en dire de trop. Mais franchement, je le conseille grandement. Il y a des moments dans le film qui font
énormément de bien au cœur, qui te réchauffe le cœur, surtout en hiver en ce moment. Et très intéressant. Tom Hiddleston, vraiment, j'adore cet acteur. Je trouve qu'il a un gros potentiel qui est parfois très bien utilisé selon ses rôles. Et voilà, c'est plus que juste Loki, évidemment. Et après, tout le casting est fabuleux, évidemment. Même les enfants, j'oublie les noms, désolé, ou adolescents. Et je le recommande, c'était sur Canal, et ce film m'a fait un bien fou. Donc vraiment, j'ai 2 films, selon moi, feel good aujourd'hui. Et puis voilà, comme le dit feel good, hein, ça fait du bien, quoi. Ok, bah tu le vends bien. Moi, c'est vrai que j'avais vu les retours, ça m'avait donné envie, mais pareil, j'étais passé à côté. Je crois que j'avais mis la priorité sur d'autres séances depuis. Ouais, j'avais été déçu, moi. Ouais, alors vas-y. Ouais, j'ai été déçu de Life of Chuck. Mais je peux comprendre, tu vois. En fait, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, si tu veux, le souci que j'ai avec le film, c'est que je peux pas trop en dévoiler pour les gens qui l'ont pas vu. Mais son premier tiers est très intéressant, parce que très énigmatique. Tout à fait. Le problème, c'est que le côté énigmatique disparaît au fur et à mesure du reste du film, puisque tu découvres, tu comprends des choses. Et en fait, c'est déjà un film qui m'a impressionné par le fait qu'il y a aucune nécessité de le revoir. Et je pense même que oui. Ah ouais? Moi, je pense que le revoir lui fait du mal à ce film. Je pense que à quoi me sert les 40 premières minutes maintenant que j'ai vu la fin? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, comme tu dis, comme il y a des questions sans réponse, je pense qu'il y a des trucs qui m'ont échappé au premier visionnage, et peut-être que si je le revois maintenant que je connais toute l'histoire, il y a des petits éléments où je vais me dire, ah ok, peut-être que là il y a ça qui correspond. Oui, c'est possible. Voilà, c'est possible. Mais c'est surtout, moi j'ai trouvé le film d'une naïveté beaucoup trop prononcée. Okay. Ça m'a pas ce côté feel good que tu décris, j'aurais vraiment bien aimé le ressentir. Ouais. Mais je suis resté un peu bloqué sur je trouve ça un peu mièvre. Moi je suis un peu naïf, peut-être que c'est pour ça que ça. Non mais c'est les premiers degrés. Ouais, mais c'est un peu comme l'humour, ça, quand tu vas dans des bons sentiments, on appelle vulgairement les bons sentiments. Le curseur il est pas au même endroit pour tout le monde, quoi. Ouais, je vois. Et Mike Flanagan, de manière générale, quand il essaie d'aller dans le positif, je trouve que il a vite tendance à foutre les potards au max, et j'ai envie de lui dire de redescendre un petit peu. Tu vois. La scène de danse, par exemple. Ouais. Tu vois. Waouh, cette scène-là, moi, je l'ai trouvée beaucoup de trop, en fait. Je me suis dit, j'ai vu cette scène-là, et en la regardant, je me suis dit, alors, soit les gens, ils vont être gênés, soit ils vont adorer. Et moi, je suis du côté des personnes qui ont adoré cette scène. Mais après, du coup, après avoir vu le film, je suis allé sur Letterboxd pour rentrer le film dans mon Letterboxd, pardon. Et j'ai lu un peu les critiques et tout. Et il y avait un peu de tout. C'était un peu très positif comme très négatif et tout, comme ce qu'il peut y avoir dans le film. Et je me suis dit, je comprends parfaitement les gens qui n'ont pas adhéré au film, parce que c'est très différent, c'est spécial quand même comme film, je trouve. Oui. C'est un peu hors des clous, mais ouais, moi je sais pas, ça m'a pas emporté plus. Ouais, mais je vois. Okay. Moi j'étais très curieux. En fait, je trouvais que le film suscitait beaucoup de débats. Moi j'aime bien les films qui suscitent des débats, parce que c'est des films du coup qui marquent les gens d'une façon bonne ou mauvaise. Mais sauf que j'avais mis la priorité sur d'autres séances, donc j'étais passé complètement à côté. Et là, il était sur quelle plateforme? Canal. Bah, je vais le rattraper alors. Ouais, et c'était pas, parce que dernièrement j'ai loué sur Canal, mais là c'était pas en VOD. Ok. Du coup, je remplace mon segment du dernier film que j'ai vu en plateforme de streaming pour papoter un peu avec Alexis, parce que on l'a pas totalement dit. Je sais plus si on l'a dit en intro, mais en gros, on te reçoit ici dans le cadre des Mycéliades. Tout à fait. C'est un festival de cinéma de science-fiction où on parle à la fois de cinéma et de science. Et aujourd'hui, tu es à Cannes, au Cinéum, pour présenter un film. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel film tu viens présenter, qu'est-ce qu'il raconte pour toi, et après, j'aurai une question particulière, SF, pour toi. Ok, donc oui, je suis pour la deuxième année consécutive, puisque j'avais déjà fait une présentation de séance pour les Mycéliades l'année dernière. Je suis donc ici à Cannes pour présenter Snowpiercer de Bong Joon-ho, que j'aurai le plaisir de représenter un petit peu plus tard à Montreuil, en région parisienne, avec toute l'équipe de réalisation trucage. C'est le 8 février. Et c'est un film qui est important pour moi, parce que déjà, c'est le premier contact avec Bong Joon-ho. C'est le premier film de lui que je vois. Je crois que moi aussi, ouais. Et c'est un film qui est très déroutant, parce que, souvenez-vous, à l'époque, il est marketé comme un gros film américain. Oui, c'est vrai. Ce qu'il n'est pas. C'est un film sud-coréen, à majorité sud-coréenne en production, et c'est le film d'auteur de Bong Joon-ho, quoi. C'est son projet. Et donc le film m'avait complètement surpris et déstabilisé, parce qu'il correspondait pas dans ses codes au cinéma américain. Donc c'est évidemment un film qui est intéressant pour ça, et puis aussi parce que il emploie la science-fiction à des fins politiques, poétiques et métaphoriques que je trouve très intéressantes. Voilà, donc je suis très content d'être là pour le présenter. C'est très politisé quand même le cinéma de Bong Joon-ho. Ouais. Oui, il est très à gauche, influencé par la philosophie marxiste notamment, mais c'est le film où ça
apparaît presque de façon la plus éclatante parce qu'on est dans le grand spectacle de SF et donc on peut se permettre de mettre un peu les gros sabots dedans, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est un film qui est en plus très divertissant. Mais j'avais beaucoup aimé. Moi, socialement, j'avais retrouvé beaucoup de Snowpiercer dans Mickey 17, tu vois. Complètement. Ouais. Et alors moi, je pense Snowpiercer, je l'avais vu trop jeune. Et je pense que j'ai été trop influencé par sa com et du coup je suis passé à côté du film parce que justement j'ai vu un produit dont je ne m'attendais pas, c'est pas ce que j'attendais en fait. Ouais. Et pareil, premier contact avec Bong Joon-ho, alors des années plus tard quand j'ai vu Okja et par contre là je suis tombé amoureux et tout, j'ai dit mais c'est le même mec qui a fait Snowpiercer, putain il faudrait que je revoie Snowpiercer, tu vois. Et d'ailleurs je voulais le voir ce soir mais je vais pas pouvoir rester. J'ai préféré Snowpiercer à Mickey 17. Ok. Oui, moi aussi, ouais. Alors là, à chaud, je vous dirais non, mais parce que j'ai pas revu Snowpiercer depuis l'époque où j'étais passé un peu à côté du film. Et du coup, je suis un peu deg parce que je ne peux pas rester ce soir pour des raisons familiales, mais du coup, je vais pas pouvoir revoir Snowpiercer au cinéma. Il doit être dispo quelque part, Pierre. Oui, mais c'est pas pareil qu'au cinéma, bien évidemment. C'était plus cool de le revoir sur grand écran. Juste pour situer un petit peu les gens, les Mycéliades, c'est un festival, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a lieu dans toute la France. C'est ça, c'est un festival de décentralisé. Exactement. Et donc c'est l'occasion pendant un peu plus de 10 jours, si je dis pas de bêtises aussi, vraiment de parler de science à travers le cinéma. Nous-mêmes, Capsule Pictures, on aura la chance de présenter District 9 le 7 février au Cinéum. Donc venez nombreux, on sera ravis d'échanger avec vous sur ce film que j'adore énormément également. Et puisqu'on parle de science-fiction, moi il y a une question que j'adore, on se l'est beaucoup posée entre nous, entre potes, entre cinéphiles et tout. Donc quand on imagine science-fiction, on est obligé de penser à une vie extraterrestre, c'est un peu le raccourci très rapide. Alors la science-fiction c'est beaucoup de choses, c'est pas que des extraterrestres, mais c'est vrai que c'est le premier truc auquel on pense. Alexis, demain on a la chance d'avoir une visite extraterrestre sur Terre, mais donc quand je parle d'extraterrestre, les codes sont totalement différents, c'est-à-dire les codes de un peu comme dans Arrival. Physiquement, on a pas Mars Attacks, quoi. C'est pas du tout Mars Attacks. Dis pas dans le sens où vraiment la compréhension, par ailleurs, la compréhension n'est pas au rendez-vous. Tu vois, genre on a du mal, on identifie que c'est une autre forme de vie, mais la compréhension n'est pas au rendez-vous. Et pour essayer de rentrer en contact avec des extraterrestres qui ne connaissent rien de l'humanité, il faut leur montrer un film. Qu'est-ce que tu montrerais à une espèce extraterrestre pour définir le cinéma à une espèce extraterrestre? Pour définir le cinéma. Ouais, genre pour leur faire comprendre c'est quoi le cinéma, tu vois. Alors, je vais avoir une réponse je suis désolé, je vais avoir une réponse de petit branleur d'école de cinéma. Ça me régale. Mais le fait est que je pense qu'il faut pas leur montrer des films trop narratifs, parce qu'il faut miser sur le fait que potentiellement ils ont pas, si jamais ils en sont au stade de se raconter des histoires, peut-être ils se racontent pas des histoires comme nous, et du coup ils vont pas capter ce qui se passe. Donc je pense qu'il faudrait plutôt miser sur un truc un peu sensoriel. Donc je dirais, et ça pourrait être d'autres films, mais c'est le premier qui me vient en tête, donc je reste là-dessus, je dirais L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Ok, j'ai pas du tout le film. Moi c'est un film soviétique. Ok. Muet, donc c'est un délire. Mais qui surtout n'est pas narratif. C'est-à-dire que le film s'appelle L'homme à la caméra parce que tu suis un personnage qui filme des trucs. Ah mais si, je l'ai étudié à l'ESSEC. Voilà, tu l'as forcément étudié. Bah oui, je suis trop bête. C'est pas le film le plus, c'est un film assez aride. Je ne l'ai vu qu'une seule fois en entier au cinéma il y a quelques années. Mais c'est un film, voilà, c'est un documentaire expérimental, on va le qualifier comme ça. Et je me dis que j'ai peut-être plus de chances de susciter un truc avec juste des images sur lesquelles tu peux caler ta propre interprétation et qui sont ouvertes que avec, je sais pas moi, genre E.T. par exemple. Ouais. Tu vois, si je leur montre E.T. et qu'ils se reconnaissent pas dans le personnage d'E.T. et qu'ils se reconnaissent pas dans la façon de se raconter une histoire, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Alors que peut-être qu'avec les images cheloues que fait Vertov, les superpositions, les mélanges de calques, peut-être qu'ils vont voir un truc dedans de nous, tu vois, ce que je me dis. Mais ou alors je troll, ce qui est une autre possibilité, et je leur montre un truc de merde, genre c'est fabuleuse. Je leur montre Mon curé chez les nudistes. Ou un film, je leur montre Parole de flic avec Alain Delon. Ok. Pour situer l'humanité. Ok. Vous n'avez jamais vu Parole de flic, les gars? Regardez Parole de flic. Bah du coup, je suis pas sûr de. C'est un nanar. Mais la réflexion est bonne. Va raconter une histoire à une espèce qui a pas du tout les mêmes codes de langage déjà, que toi. Va raconter une histoire à quelqu'un qui parle pas ta langue. Déjà. Courage. Alors quelqu'un qui vient même pas de ta planète. C'est ça. Tu sais quoi, je montrais peut-être un Chaplin. Parce que pour qu'il se marre un peu. Moi, à chaque fois que je pose cette question, je la trouve assez intéressante parce qu'elle appelle à une réflexion qui me ramène toujours à la plaque de cuivre de Pioneer, tu vois, de 1971, où ils ont fait une plaque de cuivre de baiser dans le sens où c'est plein de langage binaire, d'équations de fou, en mode
les gars, déjà vous montrez ça à un humain, il comprend rien. Ouais. Alors c'est ce qu'ils ont envoyé dans l'espace. Ouais, là c'est ce qu'ils ont. C'est la capsule qui dérive depuis les années. J'avais pas le nom en tête. C'est Pioneer 1, ils ont fait 1 et 4, je crois. Ils ont envoyé 2 plaques de cuivre qui sont. Alors, elles sont trop stylées. Moi, je les adore parce que ça raconte beaucoup de choses sur notre conquête spatiale. Mais là, demain, il y a un extraterrestre qui trouve ça et qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Oui, mais en plus, à côté de ça, ils ont envoyé de la musique. Et la musique, c'est que des standards de l'époque, genre c'est du Chuck Berry et compagnie. Moi, je suis très content qu'il y ait Chuck Berry qui joue dans l'espace, je trouve ça stylé. Mais le fait est que, les gars, si vous, d'un côté, vous vous dites, peut-être que ces espèces-là, elles parlent en binaire. Donc on va écrire des trucs en binaire sur une plaque. Mais de l'autre, ils vont comprendre Chuck Berry. Mais c'est pas, enfin, il y a un truc. Ça me fume parce qu'il y a aussi la représentation d'un homme et d'une femme. Mais par contre, tu vois, l'homme, ils lui ont fait une tub. La femme, elle a pas de téton parce que, oh là là, il faut pas montrer les seins d'une femme, tu vois. On est dans les 70s, là. Oui, c'est ça. Et ils ont fait, c'est rigolo, sur cette plaque, ils ont aussi fait un système solaire avec une petite flèche en mode, on est là. Mais Google Maps. Le symbole même de la flèche, c'est quelque chose de très humain. Ouais. C'est qui te dit que eux, ils pointent leurs objets. En même temps, qu'est-ce que tu veux envoyer? Non, mais, et justement, tu vois, genre, c'est ça le truc. Quand on y pense, en même temps, qu'est-ce que tu veux la faire? réflexion, elle est là. Et je dis pas que c'est débile d'avoir envoyé Pioneer. C'est les mecs qui sont au top de la science. Ils ont envoyé le top scientifique. Ils se disent forcément, si ça arrive vers une intelligence supérieure, forcément, ils ont des interprétations scientifiques qui nous dépassent. Ce genre de moment-là, c'est révélateur au contraire du fait qu'on est quand même des gros teubés. Genre les scientifiques et tout, ils ont calculé, ils ont essayé d'anticiper comment les extraterrestres pouvaient communiquer entre eux. Et ça veut dire que de base, et c'est là où je les trouve teubés au bout du compte, c'est que de base, ils se sont crus suffisamment intelligents pour envisager de dialoguer avec une espèce qui vit à je sais pas combien d'années-lumière de la Terre, alors que nous, sur la Terre, on n'arrive pas à dialoguer entre nous déjà. C'est ça. Et tu sais, il y a un moment de leur dire, mais moi je sais personnellement ce que j'aurais mis à la place de la plaque dans la sonde Pioneer, j'aurais rien mis. C'était ma question justement. J'en ai rien à foutre. Mais est-ce que tu aurais mis un objet, quelque chose genre j'aurais rien envoyé. J'aurais pas cherché un POG de contact. Tu vois. Genre, de toute façon, ils sont à 40 000 années-lumière. Moi, j'aurais mis de quoi faire une bonne raclette. Tu vois, genre. Non, mais ils mangent, ils font putain, il y a de quoi aller sur cette planète là. Imagine que sur cette planète, le fromage c'est toxique sa mère pour eux, tu vois. Mais ils font pas d'efforts. Et ils vont se dire, ils font pas d'efforts là si c'est toxique pour eux. Eux, ils vont dire, on a été attaqué par une raclette. Techniquement, le fromage c'est toxique pour moi et je bouffe des bonnes raclettes des fois aussi. Le fait est que, non, mais moi je pense que j'aurais jamais cherché d'une manière ou d'une autre à établir un contact. Je pense qu'on s'en fout complètement. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que s'il y a de la vie dans l'espace, parce que c'est une possibilité, hein, s'il y a de la vie dans l'espace, c'est très loin. Mais genre, c'est très, très, très loin. Il y a aucun monde où eux ou nous, on arrive à aller de l'autre côté de cette distance. Bien sûr. C'est la position d'Alexandre Astier. Quand il parle de voyage dans l'espace. Alors, c'est pas la position d'Alexandre Astier. En vérité, c'est la position de la science là-dessus. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand tu demandes à des astrophysiciens un peu sérieux, ils te disent, nous, ça nous plaît d'essayer d'imaginer à quoi elle ressemble la planète qui est à 250 années-lumière, les machins, les trucs et tout. Mais enfin, il y aura jamais de contact. Hein. Ouais, on déjà, ira jamais. Mars, on va pas y aller. Hein. Oubliez. Donc, putain, la déception. Eh oui, il y aura jamais l'hyperespace. Autre preuve que l'humanité est teubée. Elle est capable de créer une technologie suffisante pour l'envoyer dans l'espace. Et elle va où? Sur Mars. Un caillou sur lequel il y a rien. Et tu fais, fais un tour. C'est déjà bien. Fais un tour, prends des photos, rentre à la maison. Pourquoi tu veux envoyer des gens mourir sur un caillou? C'est de l'ego. C'est 100%. Après, techniquement, on a déjà des reptiliens sur Terre, mais c'est un. Allez, c'est là que le podcast s'effondre. La polémique. Les amis, on arrive gentiment au bout de cet épisode, mais avant de partir, Alexis, j'ai un dernier petit segment à te proposer. Ce segment, il s'appelle Le dernier film qui. C'est un petit. C'est un petit question-réponse. Ouais, voilà. J'aime bien ça. Un petit cocktail de. J'ai perdu mes notes. Dis donc. Donc, du coup, ce dernier segment, c'est un petit cocktail pour découvrir un peu ta cinéphilie et découvrir un petit peu les derniers films que tu as pu voir ou les films qui sont importants pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Je vais essayer de répondre le plus possible sans réfléchir pour avoir des réponses honnêtes. J'aime bien. Superbe. J'adore quand ça se passe comme ça. Le dernier film qui t'a fait rire? Baise en ville. Ok. Le dernier film qui t'a fait pleurer? Ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré. Je crois que la dernière fois, c'était Here de Robert Zemeckis. Oh, très fort. Oui, et j'ai pas pleuré qu'un peu. Ah, ok. Le dernier film qui t'a déçu? Gourou. Ok. Le dernier film qui t'a réellement surpris dans le sens où tu ne t'attendais vraiment pas à ce que tu as vu? Oh. Celle-là, elle bloque toujours sur le moment. J'adore celle-là. Le dernier film qui m'a surpris, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu. Si, je dirais, j'ai plus le titre français, Meet Me in St. Louis
de Vincente Minnelli, qui est une comédie musicale classique avec Judy Garland. Le film m'a beaucoup surpris sur un point, mais pour le coup, une vraie surprise, c'est que c'est un film classique d'Hollywood. Donc normalement, tu sais, les grandes histoires, le film n'a pas de scénario. D'accord. Quasiment pas. Ok. C'est-à-dire que l'enjeu narratif, c'est la famille, elle est bien à Saint-Louis, elle va peut-être devoir déménager à New York. Bah oui, mais c'est dommage parce que l'adolescente, elle est amoureuse de son voisin. Fin de l'intrigue. Ok. Et tout le reste du temps, bah ça chante, ça danse. C'est très beau. Ça peut me suffire. C'est un peu désuet, mais c'est très beau. Mais ce qui m'a surpris, c'est vraiment la finesse de la dramaturgie. Il y a quasiment rien pour tenir le film. Sur le papier, c'est le genre de film que je déteste. Ouais, vraiment. Ah, mais ça casse. Je dis ça dans le sens où c'est connu. J'aime pas les comédies musicales. Voilà, c'est connu ici. Je suis pas du tout client des comédies musicales. Quel est le dernier film d'animation que tu as vu? Zootopie 2. Désolé, réponse de Normie, mais non, j'ai pas vu. Hein. C'est très bien. Et pareil, ouais. Déjà le 1 était très cool. Hein. Oui, c'était déjà cool, mais le 2 est au-dessus, je trouve. Hein. Faut pas. Vraiment au-dessus. Hein. On adore se branler le cerveau sur le cinéma, mais il faut pas oublier que la première mission du cinéma, c'est de nous divertir et de nous faire passer un bon moment. Et quand le film coche totalement la case, c'est ok, il n'y a aucun problème. Et c'est oui, bien sûr. Et du coup, pour toi, le 2 au-dessus du 1. Ouais. Ok. Plus efficace, plus drôle, plus inventif. J'ai vraiment passé un moment délicieux. Je fais une parenthèse, il y a Baptiste Le Caplin dedans qui redouble un personnage. Il nous a envoyé un DM, il vient dans le podcast. Non. Il double un serpent qui s'appelle Gary et il doublait déjà un Gary dans Final Space et du coup, ça me régale. Ouais. Rien que pour ça, j'avais envie de voir. Si vous avez la possibilité de le voir en VO néanmoins, le casting vocal US est fou et le serpent, c'est Ke Kwan. Ok. Ouais, voilà. j'adore. Et qui fait un très très bon travail de doublage. Très bien. Et enfin, la question ultime. Le dernier film pour toujours s'il ne fallait en garder qu'un seul. Ah, salaud. Sans réfléchir, avait-il dit. Sans réfléchir. Il y en a 150 000. Bien c'est quoi, sûr. je vais en donner un. Je vais en donner un que j'ai pas l'habitude de donner. La famille d'Ettore Scola. Ok. Pointu. Très pointu. Bah, figure-toi qu'en vrai, pas tant que ça. Ah ouais? Parce que, alors, cinéma italien, c'est sûr que c'est un petit peu moins connu du grand public, mais dans sa forme, le film n'est pas pointu du tout. Ok. Très littéralement son titre. L'histoire d'une famille sur 30 ou 40 ans. Ok. En Intéressant, Italie. ouais. C'est bouleversant. D'accord. C'est magnifique. Je vous en dis pas plus. Je note dans ma tête. Un jour, chopez-le en VOD, matez-le, c'est splendide. Allez, un film splendide. Dans la watchlist, direct. Alexis, merci beaucoup pour ta présence et pour ta participation. Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu veux faire un petit dernier instant promo avant de finir l'épisode? On peut me retrouver sur Instagram. On peut me retrouver dans le podcast Réaliser sans trucage. On peut me retrouver aussi de temps en temps dans les Monoprix parisiens. J'ai besoin de faire des courses. Très bonne réponse. Attention, quand tu fais les courses, ne te bloque pas le dos. Oui. Et fais attention. Il stresse plus à cause du montage, lui. Il a trouvé la solution. Putain. Oh, j'ai d'autres raisons de stresser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, je sais pas, ce qu'on souhaite à n'importe qui, que ça continue. Et de l'oseille. Voilà. Évidemment, oui, beaucoup de zéyo parce qu'on en a besoin. Mon cher Pierrick, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut aussi me souhaiter de l'oseille déjà pour commencer. Non, on peut me retrouver sur tous les réseaux Pyro Cinéma. Franchement, je parle de cinéma dès que je peux, des trucs drôles, des trucs à titre informatif ou quoi que ce soit. Et voilà, après là, j'ai écrit un scénar récemment de court-métrage que j'ai hâte de pouvoir tourner. Ça y est, ça va être à toi, ça va être à ton tour de teaser maintenant un nouveau court-métrage dans ce podcast. On se revoit dans 50. Toi, Rémi? Moi, Movies, MOUVIIZ sur tous les réseaux, évidemment, pour les petites anecdotes cinéma. Mais sinon, les amis, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Excuse-moi, je te coupe. C'est toi, Movies? C'est moi, Movies. Putain, j'ai jamais fait le rapprochement, c'est fou, ça. Mais tu connais Movies, du coup? Bah oui, mais je crois qu'on se follow mutuellement. Ah, c'est. Je te follow, je sais plus. Mais en tout cas, je t'ai vu passer. Ça me touche. Il y a du follow dans l'air. J'en tremble. Mais j'avais jamais fait le rapprochement, donc j'ai eu un petit bug mental. C'est très très récent, Movies. C'est vraiment parce que j'arrive plus à ne plus parler de cinéma maintenant, donc j'ai trouvé un moyen d'en parler aussi sur les réseaux. Donc voilà, c'est très récent. C'est une maladie contagieuse. Exactement. Et donc du coup, je disais, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, la chaîne du Podcap, et aussi de soutenir l'association Capsule Pictures qui produit ce Podcast. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Alexis, d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. On te souhaite surtout une très bonne présentation de Snowpiercer. Merci. Ouais. Bisous à tous, à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Bisous tout le monde, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.